On ne parle pas que moto. Salut l'ami Jean-Luc. On parle pas que moto, on parle auto. Oui, pardon, on ne parle pas que auto aujourd'hui, on va parler trophée de la Andros. hauteur, mais ça vous est monté à la tête, Dame Laurence. Bah, tu sais ce que c'est trop d'oxygène d'un seul coup, nous qui venons de la ville. C'est plutôt ça, on est en direct donc de Val Thorens pour le trophée Andros, la station la plus haute d'Europe, et on va vous annoncer pour ceux qui veulent venir skier, il y a de la neige, on annonce même beaucoup de neige pour cet après-midi. Il fait moins 3 degrés, donc ça tient. Ça tient et ça a tenu toute la nuit et c'est plutôt de bon aloi pour le circuit de glace puisque nous sommes en direct pour la première manche du Trophée Andros 2035. Ce sera l'ultime édition, on en parlera en détail bien évidemment. Mais on ne va pas parler que de ça ce matin. C'est pas 2035 hein. Non, 35e édition 2023. Je pense que ça commence bien. Ça commence bien. Alors, pourquoi ne faut-il vraiment pas boire quand on roule en voiture électrique? Mais il faut même pas boire quand on fait une émission de radio. Exactement. Ça sera notre rendez-vous sécurité. On parlera également de l'essai pour la Peugeot i208 et c'est un choix voulu parce que oui, parce qu'il y a des Peugeot 208 qui courent ce trophée Andros qui n'ont pas grand-chose à voir avec le modèle de série, mais ça c'est la nouvelle version de la Peugeot i208 électrique donc. On parlera de pneus cloutés, sont-ils interdits en France? Oui, bonne question hein. Ben on y répondra tout à l'heure aux alentours de 12h08. On fera un historique bien évidemment sur le trophée i-Andros. Et puis il y a vous au 0826 300 300 puisque vous savez c'est votre émission. Vous nous appelez dès maintenant ou vous réagissez sur la page Facebook de Sud Radio pour être avec nous en direct à Val Thorens pour cette première manche du trophée i-Andros, la version 2023 35e édition. C'est parti. Sud Radio, on parle auto. Parce que Sud Radio est partenaire du trophée i-Andros et Jean-Luc et nous, on est amoureux du trophée i-Andros et de ses acteurs. Et on a 3 invités pour en parler avec nous. On a évidemment Max Mamers, l'organisateur depuis toujours. Parce qu'on se dit, tiens, 35e édition, moi j'ai l'impression que ça fait 100 ans que ça a toujours existé. C'est pas gentil pour Max. Andros. Mais il fait pas du tout son âge. Hein. On a aussi, Monsieur Trophée Andros, on a Yvan Muller. 10 victoires au trophée Andros. Max, pourquoi c'est pas devenu le trophée Yvan Muller d'ailleurs à force? On a bien essayé, mais il voulait pas payer. Il voulait pas. Et puis on a Luc Temelin qui est le patron de Mersenne. On vous expliquera si vous roulez en électrique, ce qu'il y a dans votre voiture, estampillé Mersenne. Mais je crois que beaucoup de véhicules électriques ont un rapport avec cette société française. Et puis attention, sponsor de l'équipe de Sébastien Loeb entre autres et de la Miss Margot Lafitte. Mais on en parlera évidemment en détail. Allez, focus maintenant. Max, merci d'être avec nous. Comment ça va ce matin? Bon, écoute, ça va très bien. C'est le départ de la dernière édition, bien évidemment, et on veut que ça soit la plus belle. Il faudra que celui et celles qui auront gagné ce trophée s'en souviennent en sachant que on veut que ça soit le plus beau. Max, il y a pas un peu de tristesse dire on arrête le trophée Andros? Alors qu'est-ce qui a motivé déjà l'arrêt? Alors déjà, il y a 5 ans, on a décidé au niveau des professionnels, c'est-à-dire ceux qui comme Yvan, qui ont monté un team, tous ceux qui ont investi dans le trophée Andros, on leur a dit, on avait donné à cette époque-là 5 ans de futur pour pouvoir amortir les voitures. Entre-temps, on s'était dit, on va peut-être trouver d'autres idées, parce que 35 ans, il faut innover. Si le trophée Andros est resté aussi longtemps au plus haut niveau, c'est parce qu'on a su se renouveler. On a fait le trophée Andros féminin, on a été la première épreuve au monde 100% électrique. Et là, tout à fait honnêtement, on pense qu'on avait à peu près tout fait. On avait des idées de partir sur l'hydrogène. On sait quand même... L'hydrogène avec le froid, ça marche pas. Dans les voitures avec des piles à combustible, quand il fait moins 15 degrés, il n'y a pas de trophée Andros. Écoute, il fait de moins en moins. Avant, quand on a démarré les voitures électriques, quand il faisait moins 15, le matin, elles ne marchaient pas non plus. Et oui. grâce au trophée Andros, on a trouvé des solutions. Donc, mais ceci étant, ça a duré 10 ans. Donc aujourd'hui, notre step, c'était de dire, est-ce que on tente une aventure de 10 ans supplémentaires? Moi, j'ai 80 ans. Frédéric Gervoson, pareil, en retraite. Alors Frédéric Gervoson, c'est Monsieur Andros, c'est le patron d'Andros, qui démarré l'aventure en 1990. Et c'est lui qui a parié. C'est une aventure de copains au départ. Oui, c'est surtout lui qui a parié sur les fruits. C'est une aventure de frères, c'est une famille. C'est ce qu'on a essayé de faire, ressentir, c'est que les gens qui sont venus dans le trophée, pourquoi ils sont restés aussi longtemps? Yvan pourra vous le dire tout à l'heure. Bon, certes, il a gagné, mais il n'y a pas que ça. Il y a une ambiance.
Il y a, Oui, on y reviendra dans la deuxième heure. il y a une histoire d'église. Un long historique sur. Alors on va l'appeler le Trophée Andros parce que maintenant c'est le e-Trophée Andros, mais ça a été pendant longtemps le Trophée Andros. Ça fait quoi, 5 ans que c'est devenu le e-Trophée? 5 ans, exactement. Voilà. Et le changement climatique, j'ai lu dans des interviews que vous avez données. Est-ce que c'est aussi des motivations pour la? Bien sûr. Je suis en train de dire que je te dis ici, il fallait par exemple 10 ans maintenant partir sur un projet de 10 ans. Ouais. Ça veut dire de gros investissements et avoir certaines sécurités pour des gens qui vont investir. Or, une des sécurités aujourd'hui qui est, je dirais, la plus difficile à objectiver, ben, effectivement, c'est le temps. Nous, ici, il y a 10 ans, on venait 15 jours avant pour faire un numéro 0. Là, aujourd'hui, c'est absolument impossible. Il reste des hivers, mais les hivers sont un peu moins froids. Et surtout, on a perdu, je dirais, beaucoup de semaines de froid. Là, cette année, 2023, nous on l'a vu en arrivant, ça a l'air d'être bien parti, hein, surtout à Val Thorens, côté météo. Val Thorens, il y a toujours de la neige en été. Mais la glace est nickel. Les conditions, parce que les manches vont commencer à 11h, là. Bah, ça y est, ça a commencé d'ailleurs, puisqu'il est 11h passé, pardon. Les premières qualifs, c'est ça? Oui, première qualif. Donc ça roule bien. Comment est Tiens, Yvan Muller, comment allait la piste ce matin? La piste est exceptionnelle. On est là déjà depuis 2 jours. On a fait quelques essais pendant ces 2 dernières journées. Ce matin, le meeting a démarré officiellement. Et la piste est superbement bien préparée. Comme d'habitude, l'équipe de Val Thorens et en particulier, petite mention à Grand-Guy qui passe, Grand-Guy et son équipe qui passe beaucoup de temps à nous faire des belles pistes. Oui. Yvan, on a dit que tu avais gagné 10 fois le Trophée Andros, mais tu as roulé pendant combien d'années sur le trophée? J'ai fait 11 éditions du Trophée Andros thermique. Heureusement pour les autres que tu n'en as pas fait plus alors. 10 gagnés, bam. Après 10, il fallait faire autre chose. Effectivement, je suis venu une première année un peu par hasard par l'équipe Eureka et Hugues de Chenac qui m'a plus ou moins forcé à venir. Hugues de Chenac est un constructeur automobile, hein, il a fait les voitures de Margot. C'est lui qui, entre autres, le tienne aussi. De Daytona, enfin, c'est le plus grand team qui fait son anniversaire d'ailleurs. C'est 50 ans. Il fait les 50 ans, exactement. Et quand Hugues de Chenac vous dit de faire quelque chose, vous dites oui, vous mettez au travail, vous mettez la rigueur et la motivation qui va avec. D'accord. Est-ce que pendant toutes ces années, tu as vu effectivement, comme le disait Max, une évolution de la météo, une évolution du style de course, des pistes, etc. Oui, forcément, l'évolution elle est importante. Moi, la première saison que j'ai faite, c'était l'hiver 94-95, et effectivement, ça n'avait rien à voir. On pouvait déjà venir ici à Val Thorens à la fin novembre pour faire les journées presse, et il y avait déjà de la glace. Et au fur et à mesure, effectivement, ça se réduit. C'est pour ça qu'il a fallu aussi, avec le temps, réduire le nombre de clous sur les pneus pour gratter un peu moins la glace, réduire le nombre de tours et de kilométrage pour préserver au maximum, alors qu'avant, on avait plus de latitude. On va passer le micro. Max, combien de courses sur cette année? Alors je pense qu'on est à 360. Non, mais je veux dire la saison là qui démarre. Alors la saison il y a 2023-2024. 5 meetings, 10 courses. D'accord. Très bien. Val Thorens pour commencer. Val Thorens 2 courses, Landor 2 courses, Isola 3 courses. L'Anse-en-Vercors 2 courses et la dernière à Superbès où on n'en fait qu'une. La dernière domicile, je serais tenté de dire. Oui, c'est ça. Moi, je suis un garçon je suis corésien, donc ça jouxte le Puy-de-Dôme et c'est ma région, bien sûr. Et puis en parlant de courses, attention, c'est pas des courses longues. Pour ceux qui n'ont jamais vu de course du Trophée Iandros, d'ailleurs rendez-vous sur le Canal Plus à partir, c'est demain soir, dimanche soir. Demain soir, 20h. Pendant 75 minutes, 20h. Sur Canal Sport 360, voilà. Mais ce sont des courses courtes, et c'est une des particularités aussi du Trophée Iandros. C'est pour ça que c'est spectaculaire. C'est aussi pour ça, et ça a plutôt réussi aux pistards, c'est-à-dire à des pilotes qui sont issus de la piste, parce que faire un chrono sur 45 secondes ou 50 secondes, ça ressemble plus à un effet de style qui est de faire une pole position. Et il y a bien quelques rallyman qui ont gagné. Je pense, à ma connaissance, il n'y a d'ailleurs que Chatriot qui a gagné le Trophée Andros, et la plupart des autres sont quand même des pistards. Oui, parce qu'il y a encore Sébastien Loeb qui roule, mais oui. Contrairement à ce qu'on peut croire, il n'est pas toujours devant. Non, mais enfin lui il est pas mal, mais lui déjà c'est un ovni. Lui, on ne peut pas le considérer que seulement comme un rallyman. Oui, c'est vrai. Luc Temelin, on a des questions voiture électrique, donc on prenait le micro d'Yvan. On va rappeler. Vous êtes d'ailleurs le PDG de Mersenne, composant entre autres pour tout ce qui est véhicule électrique.
électrique. Ouais, expliquez-nous ce que c'est que cette société. Alors moi je connais un petit peu l'historique parce que je m'intéressais à la F1 à l'époque où il y avait Carbone Lorraine qui a fait les premiers disques de frein en carbone pour les Formule 1. Depuis, la société a beaucoup évolué. Vous travaillez sur le domaine de l'électrique. Vous êtes d'ailleurs le partenaire de l'équipe de Sébastien Loeb. Expliquez-nous, qu'est-ce que c'est que Mersenne ? Vous m'avez dit avant de démarrer l'émission qu'il fallait que votre mère comprenne. Je suis pas sûr d'y arriver, mais bon, je la connais pas. Rapprochez-vous un peu le micro si vous voulez bien. Donc on fait des produits industriels, on fait le grand public ne connaît pas, entre autres des fusibles industriels, et on fait des composants pour ce qu'on appelle l'électronique de puissance, c'est des convertisseurs qui transforment le courant dans l'industrie, courant continu. Et dans les voitures électriques aussi, c'est des composants qu'on retrouve évidemment. Là, ça tombe bien parce que la batterie elle est en courant continu, mais le moteur fonctionne en courant alternatif. Donc il faut convertir. Mais en fait, on agit surtout sur la partie batterie. Elle est constituée de petites cellules comme dans votre télécommande, un peu plus grosse. Et le plus et le moins, faut les relier. Et comme il y a plein de cellules, on a fait des produits qu'on appelle les bus bars, qui connectent toutes ces cellules, donc qui amènent le courant à un moment donné au moteur. Et pour protéger les composants, parce que de temps en temps, comme à la maison, il peut y avoir un court-circuit, on met des fusibles. Et donc, parce que vous allez me poser la question, vous l'avez dit déjà, on est parti pour avoir beaucoup de nos fusibles dans quasiment toutes les marques de voitures électriques, y compris les Chinois. Oui, on livre BYD, si vous les connaissez. Oui, ça sera l'essai de la semaine prochaine, d'ailleurs. On a une usine à Shanghai, on livre les États-Unis par une usine qui est au Mexique. Les deux usines, d'ailleurs, livrant aussi l'Europe pour le moment, mais on fera une usine en France. Ça veut dire que dans le domaine de la voiture électrique, il y a des sociétés françaises qui sont en pointe. Ah bah oui, carrément. Oui, mais bien sûr. Et votre rôle sur le e-Trophy Andros ? On a fait dès le début avec la société Hexagone, c'est ça, qui a conçu les voitures, le pack batterie. Donc on a le fameux bus bar à l'intérieur, qui est assez technique parce que la voiture a des sollicitations. Les gars accélèrent, freinent, donc ça. Oui, ils roulent trop vite les pilotes, on leur dit. Oui, bien sûr. Donc il y a des sollicitations thermiques, électriques fortes, et puis il y a des fusibles aussi pour protéger les équipements, les convertisseurs et les moteurs. Je sais pas. Encore une fois, le produit n'a pas grand-chose à voir avec ce qu'on livre chez Stellantis, mais on a réussi à faire le même bus bar pour un certain nombre de plateformes pour Stellantis. Donc on sera pour le moment chez Stellantis, même si on discute avec d'autres marques, mais Stellantis était parti en premier. Et ça vous sert de laboratoire un peu le e-Trophy Andros ? Dans la phase de conception, oui. Alors après, c'est un bus bar qui est plus proche de ce qu'on livre pour l'aéronautique ou le militaire que pour des applications banales. C'est quand même un produit assez sophistiqué qui est sur la voiture. Mais elles sont un peu plus sollicitées là sur le e-Trophy. Elles sont carrément plus sollicitées qu'une voiture normale. La durée de vie, combien de temps à peu près là sur des voitures comme celle du e-Andros ? Nous, le bus bar, s'il est bien intégré, il dure la vie de la voiture. Ah ok, super. Et un fusible, ça peut se changer si ça claque, comme on dit. Bon, tout va trop vite. Vous avez parlé de bus bar, je pense que Laurence va chercher le bar. Elle va chercher le bus bar, c'est à la Cambrie. Moi, je préfère la cave à vin que les bars. Mais c'est comme ça, avec modération évidemment. Mais tiens, puisque tu parles de ça, pourquoi ne faut-il vraiment pas boire quand on roule en voiture électrique ? On en parle dans quelques instants. On retrouvera Max Mamers à la fin de notre rendez-vous. Merci beaucoup, évidemment, à Yvan Muller, multi-gagnant de ce trophée Andros et qui maintenant a son équipe d'être avec nous. Et à Luc Temelin, merci beaucoup, PDG de Mersenne, entre autres, vous le savez, sponsor de l'écurie de Sébastien Loeb, mais pas seulement, grande maison qui fait des composants électroniques pour les voitures électriques, et de Margot Lafitte aussi. Allez, à tout de suite. Et merci d'être avec nous en direct. Nous sommes à Val Thorens avec toute l'équipe. Maxence est à la réalisation ici, à Valto, pour le 35e trophée e-Andros. On a aussi Romain qui est resté évidemment en studio. Merci aussi à Aude qui vous accueille au standard au 0826 300 300. Puis vous êtes déjà hyper nombreux à réagir sur la page Facebook de Sud Radio. On va essayer de poser des questions dans le courant de l'émission. Mais pour l'heure, il y a une question qu'on voulait poser. Pourquoi ne faut-il vraiment pas boire quand on roule en voiture électrique ? Et d'ailleurs, hier, on est monté en voiture électrique, enfin en voiture hybride. Jusqu'à Val Thorens, et nous n'avons pas bu parce que j'avais eu dans la semaine Rémi Jossaume au téléphone et on a eu cette conversation très intéressante. Bonjour maître Jossaume. Bonjour Rémi. Bonjour Laurent. Bonjour Jean-Luc. Avocat au barreau de Paris et président de l'Automobile Club des avocats. Alors vous savez peut-être, Laurence, que c'est que le AD. Le AD, oui, c'est quand vous avez trop bu, vous avez un système dans votre voiture et vous pouvez pas démarrer la voiture si vous avez trop bu. Bon. J'ai fait très court, très résumé. Alors, Rémi, un peu plus en détail que le résumé de Laurence, qu'est-ce que c'est que le AD ?
Le résumé de Laurence est très pertinent. C'est effectivement. Merci Rémi Jossom. Merci maître. Vous me reconnaissez. Bien sûr, Laurence. C'est un dispositif qui peut vous être imposé par le préfet, par le juge, pour vous permettre de continuer à conduire et le plus souvent donc à pouvoir travailler avec votre véhicule, mais vous avez la contrainte d'installer donc ce dispositif qu'on appelle EAD, éthylotest anti-démarrage. C'est un dispositif qu'on installe dans le véhicule et qui empêche le démarrage du véhicule si vous avez un taux d'alcoolémie dans l'air expiré qui est supérieur au seuil qui aura été défini. En d'autres termes, ça permet à des gens qui ont été contrôlés positifs de pouvoir continuer à conduire, mais sous réserve de l'installation d'un EAD, donc de ce dispositif, qui va contrôler régulièrement, c'est-à-dire généralement toutes les 30 minutes, que votre taux d'alcoolémie vous permet de conduire, vous n'êtes pas en infraction. Concrètement, je monte dans ma voiture, il y a un EAD qui est installé, je souffle dedans et ça me dit si oui ou non. Enfin, ça permet à la voiture de démarrer ou de ne pas démarrer si j'ai un peu trop bu. C'est comme ça que ça fonctionne. Ouais, exactement. Alors, on vous préconise de ne pas souffler en ayant consommé de l'alcool, évidemment, tout autre produit ou d'avoir fumé, moins de 15 minutes avant de reprendre le véhicule parce que le résultat peut être altéré. Et bien sûr, si vous êtes en situation de conduite, le véhicule va démarrer. Je rappelle évidemment que les personnes qui s'amuseraient à faire souffler leurs petits copains passagers les exposent aussi, eux, à des sanctions pénales. Et puis, le véhicule démarre et puis, au bout d'une demi-heure, le véhicule va se mettre en alerte, vous demandant de vous arrêter. Alors, évidemment, le véhicule ne s'arrête pas. Voilà, le véhicule ne s'arrête pas de lui-même sur l'autoroute. Vous pensez bien que tout a été prévu. Vous vous arrêtez, le véhicule donc va vous redemander donc de souffler. Et là, parce que comme vous le savez, l'alcool peut être ascendant voire descendant. Peut-être que votre taux d'alcoolémie au moment du démarrage était favorable. Il ne l'est plus une demi-heure après parce que vous êtes en phase ascendante, par exemple. Eh bien, de nouveau, vous vous soumettez au contrôle. Et là, le véhicule démarre ou se bloque. Maître, est-ce que c'est vraiment efficace? Je veux dire, est-ce que, moi, je suis pas persuadé de la vraie efficacité de l'EAD sur les voitures lorsqu'on a été pris avec l'alcool au volant. Est-ce que c'est vraiment efficace, sérieux? Alors, Laurence, c'est pas efficace pour traiter quelqu'un qui a un problème avec son alcoolémie au volant. Ah non, non. Globalement, on est d'accord. Mais est-ce que c'est efficace pour permettre à des gens de se maintenir dans la société, dans leur activité professionnelle, pour ne pas les punir des mois et des mois, voire à perdre leur permis de conduire? À la rigueur, pourquoi pas? Parce que qu'est-ce que veut la société? C'est que ces gens-là soient insérés, conduisent sans être alcoolisés. Je suis convaincu que dans 20 ans, au plus tard, tous les véhicules sortant d'usine seront équipés de ce dispositif. Seront équipés d'un système comme ça. On voit bien aujourd'hui que la société n'accepte plus la conduite alcoolisée. Oui. Alors Rémi, on en revient à notre question initiale. Pourquoi ne faut-il vraiment pas conduire quand on a bu et qu'on conduit une voiture électrique? Parce que voiture électrique ou voiture électrifiée, je précise. Voilà, ou véhicule hybride. Parce que manifestement, le dispositif ne peut pas être monté sur ce type de véhicule. Je l'ai appris moi par plusieurs de mes clients très récemment qui ont eu la chance, parce que c'est pas un droit non plus, le préfet peut refuser, le juge peut l'imposer, et donc ont eu la chance de pouvoir installer ce dispositif pour pouvoir continuer notamment à travailler. Eh bien, parce qu'ils étaient propriétaires d'un véhicule soit hybride, soit électrique, l'installateur leur a indiqué que c'était techniquement pas possible. Donc c'est pas possible. Oui, parce que ça doit couper ça doit couper soit le système d'alimentation carburant, soit, à mon avis, plutôt l'allumage du véhicule. Or, on sait que sur un véhicule électrique, il n'y a pas de système d'allumage, donc on peut pas monter ce système de AD. Il nous reste 15 secondes, mais il y a une très bonne question sur Facebook, Maître Rémi Jossom. Vous avez vraiment pas beaucoup de temps, alors qu'il y a la voiture qui sort là en face de nous. C'est vraiment génial de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et il y a des médicaments qui donnent les mêmes sensations ou les mêmes effets que d'être alcoolisé. C'est une question Facebook. On fait comment pour faire la différence?
Lorsqu'on Oui, mais là, a c'est pris pas des le. médicaments. Non, parce Oui, que mais c'est pas le sujet. On traitera le sujet. Non, mais à un du autre coup, moment. oui, mais si on se fait une question Facebook qui me semble moi très bonne. Si on se fait arrêter parce qu'on a soufflé et qu'on est positif alors que c'est à cause des médicaments, on peut aussi être soumis à l'EAD en fait. Positif à cause des médicaments. C'est l'EAD ne mesure que le taux d'alcool. Voilà. Bon, mais a priori, il y a eu quand même des réactions. Si on a pris des médicaments qui vous endorment au volant, c'est complètement. Non, c'est pas l'endormissement. Là, on parle vraiment de médicaments qui donnent des vrais effets. Les médicaments dans l'expiration de l'air, on peut pas les identifier. C'est pas faux. Bon, voilà, vous avez votre réponse, Sully, sur Facebook. Bon, super, merci beaucoup. Merci, Maître Jossaume. Allez, bon week-end. Merci. Au revoir. Allez, dans quelques instants, l'ami Jean-Luc va prendre le volant de la fameuse Peugeot i208, l'une des voitures également qui court sur le trophée Iandros, mais là ce sera la voiture du particulier. À tout de suite. Et dans quelques instants, nous aurons d'ailleurs Daniel Schwartz et Hugo Thomas. Alors Daniel, c'est le General Manager en France de Motul, qui est quand même l'un des grands. Oui, aujourd'hui on parle des marques françaises, on ne fait que des marques françaises. On aime ça. Et des marques au top. Attention s'il vous plaît, madame. Et puis des marques qui aiment la bagnole. Ça veut dire quand on s'appelle Motul, ce sera quand même compliqué. Et tout à l'heure, on aura un fabricant de clous. On est en direct sur Sud Radio. Mais juste avant. Qui est aussi français, s'il vous plaît. C'est ça, mais juste avant de parler de Motul, on va faire l'essai, enfin c'est surtout toi, l'ami Jean-Luc, qui a pris le volant de la Peugeot E208. On dit i208, ça fait plus qu'on va retrouver sur Facebook. Je signale, Peugeot, une marque française. Sur la page Facebook de Sud Radio, c'est parti pour l'essai. Un modèle qui est assez important pour Peugeot parce que c'est la voiture la plus vendue en Europe et c'est pas facile en plus de faire évoluer un véhicule comme celui-là dont le style du dernier jet était très réussi. Eh bien, c'est pourtant le cas. Les designers ont réussi à faire évoluer l'auto avec une face avant qui est désormais assez spectaculaire avec sa grande calandre et puis des feux diurnes sous forme de 3 griffes de chaque côté. Vous voyez, la voiture paraît plus large pour ceux qui nous regardent en vidéo. Les dimensions en revanche sont identiques, toujours un petit peu plus de 4 mètres de long, 4 mètres 0,55 pour être précis. Et puis à l'arrière, on a changé aussi un tout petit peu les feux barrettes horizontaux d'auparavant ont disparu, ils sont désormais horizontaux alors qu'ils étaient verticaux avant. Bon voilà, très honnêtement, je préférais les anciens. Bon, le plus important quand même, c'est que sous le capot, on a un nouveau moteur. Je vous disais, c'est une émission, on va parler de choses françaises. Un moteur électrique fabriqué en France, Cocorico à Trémery. Il est plus puissant que l'ancien moteur de provenance allemande, mais je l'ai pas dit. Il fait 156 chevaux versus 136 auparavant. On a une batterie également d'une chimie différente, 48 kWh utiles. Le coffre, il reste petit, 309 litres, mais il change pas malgré l'augmentation de la capacité de la batterie. L'habitacle est assez vaste, vu l'encombrement de la voiture, et puis la présentation. Alors ça, elle n'a pas changé. Ça reste moderne, avec une qualité des matériaux qui est bonne. On a les fameux compteurs, vous savez, le cockpit 3D, les compteurs qui paraissent en relief à ce niveau de finition. C'est une GT Line. Et puis on a un nouveau système multimédia, c'est celui de la 308, et ça marche bien. Alors cette voiture, son domaine de prédilection, mais c'est pas le seul, c'est la ville. La douceur de conduite de l'électrique lui va à merveille. C'est une voiture qui est silencieuse. La suspension est pas trop sèche. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on a une finition GT Line avec des roues 17 pouces. En général, quand on monte en diamètre sur les roues, on a des flancs de pneus qui sont moins hauts, donc on a un confort qui est un peu plus ferme. Là, c'est pas vraiment le cas. Ça reste confortable. On a le petit volant qui facilite les manœuvres de stationnement. Et puis, sur route, la voiture est relativement légère. 1430 kilos, vous allez me dire légère pour une petite citadine, mais n'oublions pas que c'est une voiture électrique et elle fait preuve vraiment d'un beau dynamisme, même en mode normal. Alors pourquoi je vous dis même en mode normal? Parce que chez Peugeot, on a 3 modes de fonctionnement. Et vous écoutez Sud Radio, on parle auto en direct de Val Thorens pour le début de la première épreuve de l'ultime édition des e-Trophées Andros. Alors on va être ensemble jusqu'à 13h sur Sud Radio avec Laurence Perrault, Jean-Luc Moreau, tous leurs invités. Je le rappelle d'ailleurs, c'est le rendez-vous des amoureux de l'automobile. Alors vous avez une voiture, vous avez une panne, une question à poser à l'ami Jean-Luc. Vous nous appelez 0826 300 300, on vous donne la parole. On vous rappelle qu'on vous fera vivre le e-Trophée Andros jusqu'à la fin de l'épreuve et qu'on est ravis de le faire. Chers amis, vous écoutez Sud Radio, nous sommes samedi matin 9 décembre, il est 11h34, on se retrouve dans quelques instants à Val Thorens avec Laurence Perrault. À tout de suite.
Sud Radio, on parle auto, 11h-13h, Jean-Luc Moreau, Laurence Perrault. Et on tient à vous expliquer ce qui s'est passé, puisque vous savez qu'on est à Val Thorens pour la première manche du trophée Iandros, et il y a eu une coupure d'électricité. Carrément, tout le quart dans lequel on est, en fait, a disjoncté. Donc voilà, on a été coupé dans l'essai de la voiture électrique, ce qui serait pas arrivé, comme l'a dit Daniel Schwartz, si on avait eu une voiture à essence. Exactement. Là, on était en électrique, donc coupure de jus, donc coupure de l'essai, mais que vous pourrez retrouver sur la en page intégralité YouTube, sur la page YouTube de Sud Radio, un essai qui fait même 14 minutes, donc vous aurez absolument tous les détails. Juste, je vous dis la fin. Je vous dis le prix. Ouais, exactement. le prix 38 850 € pour cette finition haut de gamme. Pour moi, elle sera top, cette voiture, quand elle sera à 35 000 €. C'est un message perso pour monsieur Tavares. Voilà. Juste une précision, un grand merci à toute l'équipe de Sud Radio qui a assumé directement. On était prêt à vous faire l'émission au téléphone à l'ancienne, et on aimait bien cela aussi parce qu'on sait réagir. La voiture et l'environnement. Allez, on commence notre rendez-vous maintenant. C'est donc pour toi, mon ami Romain, le rendez-vous de la voiture et l'environnement. Back to Car, première marque de pièces auto recyclées et garantie à vie, vous présente Sud Radio, on parle auto et d'environnement. Et on reçoit Daniel Schwartz, qui est le général manager de la Business Unit France de Modil. Donc c'est l'unité. Et pourquoi pour une marque française on dit Business Unit? Ils disent tout le temps maintenant. Groupe international maintenant. Ouais. Un groupe international. Puis dans toutes les. Alors mettez-vous bien à côté du micro, voilà. Ouais, dans vite fait, Motul. Motul, historiquement, une marque assez française. Alors juste avant, on accueille aussi Hugo Thomas, qui est le directeur de la communication de chez Motul. Bonjour Hugo. Il est tellement jeune, je me suis dit qu'il était peut-être un pilote. Pilote. Et non, ce n'est pas un pilote. Je pourrais être un pilote, mais c'est pas le cas. Alors, Daniel, Motul, vite fait. Motul, c'est plus de 70 ans. On a fêté les 170 ans. C'est une marque qui est née aux États-Unis, en fait, ce qui est assez anachronique. Même, mais elle est 100% française depuis le milieu des années 50. D'accord. Et ça reste aussi un groupe familial, ce qui dans le monde des pétroliers et des industriels du graissage, comme on nous appelle, est assez unique aussi. Bon, Motul, partenaire du e-Trophée Andros. Alors là, j'ai bien insisté sur le e-Trophée Andros. Les gens vont se dire, mais attendez, dans les voitures électriques, il n'y a pas de lubrifiant. Ouais, alors c'est vrai qu'une voiture thermique fonctionne majoritairement avec du lubrifiant. C'est pas le cas des voitures électriques. Maintenant, grâce au trophée et le développement de la technologie, on a pu développer aussi des produits qui conviennent aux voitures électriques, notamment pour la surchauffe des batteries, surtout dans des conditions extrêmes comme au trophée. Donc c'est-à-dire le liquide de refroidissement des batteries, parce que beaucoup de batteries de véhicules aujourd'hui, parce que les premiers véhicules électriques sont arrivés avec des batteries qui étaient à refroidissement par air. Désormais, pour arriver à mieux gérer la température, parce qu'on sait que le fonctionnement optimum, c'est à une température optimum, et pour mieux gérer le fonctionnement des batteries, elles sont, noyées dans un liquide, et vous avez travaillé sur ce système. C'est un liquide qui est différent du liquide de refroidissement d'un moteur thermique. Oui, sur des bases de... On est fabricant aussi de liquide de refroidissement. Ouais. Mais là, effectivement, on a développé des formules un peu différentes pour qu'elles soient tout à fait adaptées aux batteries. D'accord. Ça change quoi? C'est pour éviter au cas où ça perce, c'est les court-circuits ou des choses comme ça? Oui, et puis c'est pour une résistance encore plus importante à la chaleur que les liquides de refroidissement traditionnels. D'accord. Et on est en train de développer aussi maintenant clairement des huiles qui auraient la fonction aussi de refroidir les batteries. Vous voyez, donc il y a toujours un lien. Ouais. Ouais. D'ailleurs, Max nous disait tout à l'heure, quand on parlait de éventuellement l'avenir du trophée, il disait on avait envisagé l'hydrogène. J'ai dit ouais, mais ça marche pas quand il fait froid. Il m'a dit oui, mais nos voitures électriques au début marchaient pas non plus quand il faisait froid. Non. Et en fait, c'est grâce à vous que les voitures ont réussi à fonctionner. C'est ce fameux liquide qui a permis de mettre à la fois de refroidir les batteries, mais de les mettre en température aussi. On est sur une nouvelle technologie, en plus très vite en cas de course. Et ça, forcément, on n'était pas confronté aux exigences. Et effectivement, certains développements de produits ont aidé à ce que ça fonctionne. Alors évidemment, on est dans l'ère de l'électrique maintenant. Motul s'est lui aussi remis en question. Vous êtes aussi dans l'évolution, dans les révolutions. Comment vous avez retravaillé tout ça? Ça a été une espèce de moment un peu incroyable? En fait, c'est pas subi, on le sait. En plus, il y a des dates qui sont assez arrêtées. Même si l'arrêt du moteur thermique, on a cru comprendre que certains constructeurs allemands n'avaient pas fermé la porte des... Je pense que 2026, la clause de revoyure, il va y avoir effectivement des cocarburants. Donc les cocarburants, ça va être quand même un peu thermique quelque part. Donc on sait que la future technologie n'est pas encore... il n'y en aura pas qu'une de toute façon. Et puis il y a quand même un tout petit peu d'huile même dans les voitures électriques. Oui. Il y a une boîte de vitesse. Enfin,
c'est un réducteur. Oui. Puis il y a un parc roulant qui est obligatoirement thermique encore aujourd'hui. Non, mais c'est 38 millions de véhicules aujourd'hui. Je pense qu'on a 15% à peu près de ventes aujourd'hui full électrique, donc ce qui fait à peu près un peu plus de 200 000 véhicules par an. Vous voyez, ça va être une révolution, on va dire, en douceur. Donc, mais par contre, il faut s'y préparer clairement. Ouais. Alors, je vais vous poser une question à laquelle je suis sûr que vous n'allez pas répondre. Alors pourquoi vous la posez, la l'intérêt de la poser. Mais aujourd'hui, les lubrifiants sont de plus en plus. On va la poser à Thomas. Tiens. Ouais. Les lubrifiants sont de plus en plus techniques. Les constructeurs vous demandent des lubrifiants qui ont des spécificités presque pour chaque véhicule qui sort. Je vais prendre un exemple. Quand je vais vous le dire, vous allez sortir, je suis sûr, le 1 litre de PureTech, par exemple, réclame une huile qui est très très spécifique parce qu'on sait que elle peut désagréger la courroie de distribution qui trempe dans l'huile. On arrive, quand on est fabricant de lubrifiants, à faire du sur-mesure pratiquement pour tous les véhicules qui sortent. Hugo, Daniel Schwartz, Hugo. On peut démarrer, mais aujourd'hui, on savait qu'avant il y avait des normes américaines, européennes, ACEA, des API. Aujourd'hui, depuis, on va dire 15 ans, les constructeurs ont mis une norme constructeur sur les normes. Donc, et ils ont effectivement la faculté de les changer régulièrement. Donc il y a des normes qui sortent tous les ans. Et en plus, maintenant, quand ils ont des ennuis avec certains moteurs, ils créent une nouvelle norme. Donc effectivement, des normes qui sont pas forcément rétrocompatibles. Donc ça veut dire que vous achetez un véhicule, tel véhicule de telle année, vous allez avoir une huile qui correspond. D'accord. Donc le conseil du fabricant de lubrifiant, là, c'est respecter scrupuleusement les préconisations du constructeur. Faut pas faire n'importe quoi, se dire tiens, je prends cette huile là parce qu'elle est un peu moins chère, c'est la même viscosité, donc ça va marcher. Non, c'est fini l'ère de la 10-40 pour tous les véhicules. Aujourd'hui, on est sur des grades très très fluides. On est sur des grades 0 qui sont d'abord plus efficaces dans le froid, mais bon, ça, on va dire que ça serait cher. Bah si, ça compte quand même. Mais aussi pour les performances des véhicules, et aussi avec des grades à chaud. C'est le deuxième grade, c'est le 40, 30, 20, qui sont aussi plus faibles et qui ont des performances. Donc on peut pas aujourd'hui mixer. Où il faut vraiment respecter absolument la préconisation du constructeur. Là, Motul, on en a parlé 170 ans. Ouais. C'était à l'origine de la voiture pratiquement. Ouais, vous avez commencé sur les tracteurs, vous avez commencé sur... c'est ça, parce qu'on n'avait pas positionné... On a démarré plutôt sur le marché agricole, absolument. Mais même, moi ça fait 20 ans que je suis chez Motul pratiquement. Au début, la part de marché encore sur ces marchés-là était importante. Bon, aujourd'hui c'est l'auto qui a pris le pas, mais oui, ça va. Hugo, la communication sur des produits qui sont en constante évolution, comment on la gère ? On la gère bien dans votre micro, Hugo, si vous pouvez. On la gère bien parce qu'en plus on a beaucoup de sujets d'innovation en rapport avec les évolutions du parc roulant. On propose des produits qui sont innovants. On propose maintenant, vous savez, on a des gammes moto et on a sorti je crois que vous avez le plus gros consommateur d'ailleurs. Voilà, c'est ça. On est leader sur le marché de la moto et on a sorti les premières huiles moto durables qui s'appellent les huiles Engine, qui sont faites à partir d'huile de base régénérée haut de gamme. Voilà, pour avoir des produits qui collent à l'évolution des technologies, du parc roulant et des normes oui, c'est intéressant, problématiques environnementales. Est-ce qu'il y a des huiles qui vont être biodégradables dans le temps parce que c'est vrai que normalement il y a une collecte des huiles usagées qui est obligatoire, mais on sait très organisé. Tous les trucs obligatoires, des fois il y en a, ils vidangent un petit peu n'importe où dans la nature. C'est quand même un circuit assez organisé depuis des années, il n'y a pas trop de... Il y aura toujours des gens qui vont botter en touche. Il y a des lubrifiants plus verts qu'il y avait il y a une dizaine, une quinzaine d'années. C'est exactement sur quoi on travaille. Là, on est les pionniers. On a toujours été une marque de pionniers en termes d'innovation et de nouveauté. Et là, c'est ce qu'on prouve une nouvelle fois avec ces huiles Engine à partir d'huiles de base régénérées. De même que pour les gammes auto, on introduit maintenant des produits avec des bases organiques. Donc, ce sont des produits qui sont de plus en plus respectueux de l'environnement dans leur production. Pour les véhicules hybrides. On est toujours à la pointe. Là, on parle du grand public. On parle des voitures grand public parce que Motul, on vous connaît, on vous voit partout sur tous les événements qui sont liés à la voiture ou aux courses. Vous êtes vraiment l'un des partenaires les plus forts du monde mécanique. Comment vous voyez d'ailleurs le fait qu'on parle un peu moins de courses mécaniques dans les médias ? Est-ce que ça calme Motul ou vous avez envie de continuer à être partenaire de grands événements ? Il suffit de voir l'affluence sur le MotoGP, sur toutes les courses encore, donc c'est encore très 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 populaire. L'engouement
sur même les voitures anciennes. Sur les voitures anciennes. De toute façon, les voitures anciennes vont continuer à utiliser depuis 15 ans, c'est en plein développement. Ouais. Alors on sait aussi que dans des périodes de crise, souvent on se rassure avec ce qu'on a connu avant aussi. Il y a un peu cet effet-là, mais le marché de la voiture ancienne est en plein développement. On a toujours un rôle central à jouer dans le milieu de la compétition, mais aujourd'hui on a aussi un rôle à jouer dans la mobilité, les nouvelles formes de mobilité en général. Même pour les vélos, pour ma chaîne. Et oui, oui. Eh ben tiens, t'as vu, je pose pas que des questions. Alors on a sorti donc il y a maintenant un an une gamme qui s'appelle la gamme Motul Biker et qui pour le coup est tout à fait en phase avec la tendance des mobilités douces, puisque ce sont des produits qui sont respectueux de l'environnement, à la fois dans leur composition mais aussi dans leur packaging, qui sont 100% recyclés. Et c'est la vraie diversification Quantam, Motul sur d'autres marchés. Vous allez rester avec nous parce que j'ai des questions toutes les semaines. J'ai plein de questions sur les lubrifiants. Je me suis dit comment on vous tient, on va profiter pour vous les poser. Exactement, et on parle de lubrifiants parce qu'on parle auto. Évidemment, sur Sud Radio jusqu'à 13h, vous restez avec nous. À tout de suite. Sud Radio, on parle auto et d'environnement. Présenté par Back to Car, première marque de pièces auto recyclées et garantie à vie. Et on continue évidemment puisqu'on a nos spécialistes des lubrifiants. Il s'agit de Motul avec la présence de nos deux invités, Daniel Schwartz qui est General Manager BU France de Motul, donc la Business Unit, et Hugo également qui est le responsable communication, Hugo Thomas, je dis pas de bêtises. Merci. Et on a une question. On en a plein. En fait, on a d'abord Xavier, tiens. Ah, bah, parce que j'avais Jean. Oui. Non, mais j'ai reçu sur mon téléphone ce matin. Bah, voilà, ça n'arrête pas. Xavier qui me dit voilà, merci Jean-Luc, juste un petit mot pour vous dire que j'ai enfin réussi à faire la vidange automatique de la boîte automatique de ma Golf chez Rodi à Dax. Alors ceux qui sont à côté de Dax, ils seront heureux de savoir que chez Rodi, il y a enfin une machine Motul qui permet de faire la vidange des boîtes automatiques. C'est un des gros chantiers d'ailleurs de l'année, d'équiper les centres auto et les garages de machines qui font automatiquement la vidange. On sait que depuis quelques années, le parc de voitures automatiques a considérablement augmenté. On parle de boîtes automatiques et de boîtes manuelles robotisées. On va pas être trop technique quand même, mais ça devient de nouveau, c'est vraiment la norme aujourd'hui sur les véhicules neufs. Et ces boîtes-là nécessitent d'être vidangées. Au contraire, on va le répéter, 70 000, 80 000 km en fonction autour de 70 000, ça dépend des constructeurs et l'utilisation surtout du conducteur aussi. Mais mais si vous faites beaucoup de villes, si vous tractez une caravane, il faut vidanger plus souvent. Voilà, mais moi je pense toujours à ceux qui écoutent et qui arrivent pour la première fois à écouter On parle auto. Voilà. Alors, donc du coup, ok. Donc vidange obligatoire. Et alors, ce qui était, les concessionnaires voulaient pas le faire parce que c'est délicat. On peut très bien casser la boîte en faisant la vidange. Ouais. Donc là, c'est une machine. On la branche et elle fait tout toute seule. Elle chauffe l'huile parce que ça se vidange à une certaine température. Elle met la bonne quantité d'huile. Comment ça se passe? Hugo, Thomas. Je suis pas le responsable technique de ce projet-là, mais en effet, la spécificité notamment, c'est que là, on a une vidange, contrairement à ce qui peut être fait sans cette machine, on a une vidange intégrale qui garantit une efficacité maximum par la suite. D'accord. Bon, donc là, la question de Jean. Mais Jean, on n'arrive pas à joindre, il y a un problème en ce moment, donc je vais poser la question. Jean qui dit, j'ai acquis un 3008 1,6 THP boîte auto en novembre 2014. À ce jour, 38 000 km, 8 vidanges moteur et rien pour la boîte. J'aimerais bien faire cette vidange, d'autant plus que j'habite sur les collines de Nice, c'est-à-dire avec des changements perpétuels de rapport. Mon problème, c'est que je ne trouve pas de garage pour le faire. Pouvez-vous m'aider? Oui. Alors déjà, c'est un peu tôt, 38 000 km, donc il a du temps, même s'il est en montagne. Du côté de Nice, où il y a, non. Alors, sur le site internet, il y a la carte de nos revendeurs et également indiqué dessus ceux qui sont équipés de la machine Motul Evo, puisqu'il s'agit de la machine Motul Evo de vidange de boîte automatique. Donc le site, c'est quoi exactement? C'est new.motul.com. D'accord, new.motul.com. Et puis on a une question de Brice qui dit bonjour, peut-on faire la vidange d'un moteur à essence tous les 3 ou 4 ans si on ne fait que 400 ou 500 km par an? Daniel Schwartz de chez Motul ou Hugo Thomas. Daniel? C'est pas obligatoire. Maintenant, on dit surtout que sur une voiture qu'on n'utilise pas beaucoup, et je pense notamment aux voitures anciennes en général, qui sont un peu. J'avais une question de Jean-Luc M de Paris justement. Finissez, Daniel. Qui sont hivernées. Par principe, en général, on fait une vidange par an. Voilà. D'accord. Une question de Cédric sur la page Facebook de Sud Radio qui nous dit est-ce qu'il y a différence entre huile moteur essence et diesel pour la même viscosité?
En général, oui, parce que en fait, c'est plus lié au système de dépollution derrière. Vous avez des composants dans l'huile qui peuvent endommager un filtre à particules ou un catalyseur. Donc, il faut effectivement prendre des huiles qui sont. Mais on va répéter ce qu'on a dit tout à l'heure avec Daniel. Vous prenez les préconisations du constructeur et vous les respectez à la lettre. Voilà. Aujourd'hui, c'est encore plus important. Il y a 20 ans, on pouvait à la limite changer un peu de lubrifiant, mais aujourd'hui, on peut plus. Tout a changé à peu près au début des années 2000, quoi. Donc après, c'est des véhicules quand même qui sont vraiment plus anciens. Et puis là, Cédric a mis le site de New Motul sur la page Facebook de Sud Radio. Très bien. Autre question donc de Jean-Luc M de Paris qui dit voilà, j'ai des vieilles autos. Est-ce que c'est mieux de faire ma vidange avant l'hiver ou au moment où je vais reprendre ma voiture pour rouler avec? Au moment où vous allez reprendre votre voiture pour rouler avec. Ouais. C'est pas gênant de laisser de l'huile un peu plus ancienne pendant l'hiver? Non, alors on a même des produits qui s'appellent des stabilisateurs qui permettent à l'huile de mieux se conserver l'hiver, justement. Bon, alors même chose, est-ce que dans ma voiture ancienne, je peux mettre une huile plus moderne ou pas? Que ce qui est préconisé à l'époque, parce que les préconisations de l'époque, c'est des huiles monogrades, voire multicrades, mais dans les premières. Donc, vous avez dit multicrades, hein? Multicrades. Multigrade quand même, parce que le monograde, c'est avant 1950 quand même. Vous pouvez m'expliquer un petit peu là, parce que je suis comme la maman de Jean-Luc. C'est la viscosité des Merci huiles. monsieur. Voilà. À l'époque, il fallait faire une vidange l'été, une vidange l'hiver. D'accord, ok. Et ensuite, il y a des huiles qui fonctionnent, qui ont été développées pour marcher aussi bien l'été que l'hiver. Exactement. Voilà. Bon. D'ailleurs, dans la gamme Motul aujourd'hui, vous allez de quelle année à quelle année Alors aujourd'hui, en 2023, d'accord, mais on peut trouver même si j'ai un vieux taco. Non, parce que votre question sur le moteur et l'huile qu'il faut, si le moteur est refait, on peut mettre des huiles modernes. Mais si le moteur est dans sa structure d'origine, il faut faire attention parce que les huiles modernes ont des détergents. Donc il faut des huiles sans détergent. Donc il faut absolument retrouver des huiles avec des formules complètement adéquates. On va dire avant les années 60. Mais là, c'est pour les voitures anciennes. C'est pour les voitures anciennes. C'est pour les voitures anciennes. En fait, mais même 60. Après 70, c'est plus simple. Mais avant, il faut faire très attention. Bon, une autre question. Alors celle-là, je l'ai eu plein de fois. Ma voiture, elle consomme un peu d'huile. Est-ce que en changeant la viscosité de l'huile, je peux arriver à faire baisser la conso, ou est-ce que c'est pas conseillé? Encore une fois, sur une voiture plus ancienne du coup, parce qu'on a dit que sur les voitures plus récentes, il fallait respecter la préconisation. Mais alors sur les voitures récentes, malheureusement, il y en a ceux qui ont des 1,2 litre TCE Renault ou des PureTech, ils peuvent être effectivement confrontés à des consommations d'huile, mais les consommations d'huile sont pas liées en général à l'usure du moteur, mais plus au système de récupération des vapeurs qui consomment l'huile du moteur. Oui, non, mais tout à fait. Après, donc on reste dans la préconisation. Il faut rester dans la préconisation, ça c'est impératif. Question, ça sera la dernière de Julien qui est sur la page Facebook de Sud Radio. Ah non, mais on le savait. Hein. Non, parce que, juste pour terminer, parce que même pour une différence de viscosité, le constructeur est capable de pas prendre la garantie. Et ça j'insiste parce qu'on a vécu souvent le cas avec des concessionnaires. Donc il faut faire très attention à ça. Alors que ça a aucune incidence sur réellement le problème du moteur, mais s'il constate que vous avez mis une 10-30 au lieu d'une 10-40, il va pas prendre la garantie. D'accord, ça c'est important de le préciser. Hein. Question de Julien, pourquoi les grades à chaud plus faibles de nos jours? Point d'interrogation. C'est censé être moins bien, alors pourquoi cette évolution dans les recommandations constructeurs? Après, j'ai une autre question. Je suis d'accord avec votre auditeur. Voilà. Non mais on a des super auditeurs, enfin ils s'y connaissent à fond. Non, là ils s'y connaissent bien, parce que ça c'est pointu. Ah mais ils sont tous pointus, hein, pour leur question. C'est pareil pour la viscosité, la fluidité des huiles. Maintenant on est sur des huiles très liquides, alors que longtemps on a dit qu'il fallait quand même qu'elles soient un peu plus épaisses. On est sur des technologies qui sont de plus en plus performantes et du coup on a modifié aussi les grades à chaud qui tiennent aussi très bien. Et puis les moteurs chauffent un peu moins aussi que. Exactement, puis ils chauffent moins aussi. Ils chauffent moins. La meilleure huile aujourd'hui, c'est quoi? C'est une 0W30 de chez Motul? Ah bah nous mais nous c'est la 300V, c'est l'huile sportive que vous pouvez utiliser. C'est ce que je mets, ce que Jean-Luc M de Paris met dans ses voitures. Oui, mais si jamais certaines de ses voitures. Mais tant que je suis sous garantie, je le fais pas. Ah non, la 300V elle est au-dessus des normes. D'accord. Mais c'est pour une utilisation sportive. Mais voilà, la meilleure huile chez Motul, c'est la 300V. Bon bah super, on a fait un petit peu le tour. On a été ravis de vous recevoir. On aura l'occasion de vous recevoir de nouveau. Il y a tellement de questions sur les huiles. Je pense qu'on pourra faire. Ça paraît anodin. On se dit tiens, une huile, c'est une huile. Alors est-ce que dans ma salade, je peux mettre de la 300V parce que c'est la meilleure? Est-ce qu'elle est bonne pour la santé? Mais en tout cas, voilà, vous êtes plein de nous envoyer plein de questions. Donc on aura l'occasion de vous inviter de nouveau. Daniel Schwartz qui est
est donc un des directeurs de chez Mutual, directeur général France, et puis Hugo Thomas qui est responsable, directeur de la communication. Merci à tous les deux. Ravi, merci. Et surtout, bonne saison du 35e et ultime trophée Andros. Hein. Ça va être chouette. Andros. Ouais. Beaucoup d'émotions cette année. L'année prochaine sera peut-être le trophée Imotul, on ne sait pas. J'ai rien dit. Allez, le retour de la pub, bien sûr, l'actu, et puis on vous retrouve dans quelques instants pour la suite d'On parle auto. Sud Radio, on parle auto, 11h-13h. Jean-Luc Moreau, Laurence Perron. Alors vous l'avez entendu depuis le début de cette émission, nous sommes sur l'ultime édition du trophée Iandros, 35e édition. On va faire tout un pan de l'histoire de ce trophée avant 13h, l'ami Jean-Luc. Oui, tout à l'heure on parlera de toutes les vedettes, de tous les pilotes qui sont passés sur ce trophée Andros, et vous verrez que il y en a une pléiade, ça va de Alain Prost à Jacques Lafitte en passant par Henri Pescarolo, Luc Alphand, enfin bref. René Arnoux, Jean Allez-y, il y a beaucoup de monde. Ouais. Et puis il y a surtout Laurence Perrault, enfin bref, toutes les vedettes sont venues sur le trophée Andros. Franchement, j'aimerais bien essayer, pas une course, mais au moins d'être baptisé et de conduire une de ces voitures. On demandera tout à l'heure à Max si c'est possible. Si c'est possible. On va aussi bien sûr vous donner... Donc il y a des femmes qui se débrouillent très bien. La parole au 0826 300 300, puisque vous pouvez continuer à nous appeler. C'est Aude qui vous attend au standard. Et puisque tu le disais, on va parler des pneus cloutés aussi qui sont interdits ou non en France. On en parlera en détail. Mais on va parler des femmes qui prennent le volant du trophée Iandros. C'est parti maintenant. Sud Radio, on parle auto, 11h-13h. Jean-Luc Moreau, Laurence Perron. Oui, il y a eu beaucoup de femmes, alors qui ont couru sur le trophée Andros ou qui ont été marraines de l'événement. Il y en a une qu'on connaît bien, qui s'appelle Cécile de Minibus. Exactement. Qui est un petit peu sur Sud Radio. Elle a été la marraine du trophée Andros. Et puis, il y a des femmes connues. Il y a Margot Lafitte, par exemple, qui roule déjà depuis plusieurs années sur ce trophée Andros. La première femme qui a couru au trophée Andros pendant que je suis en train de m'accrocher. Alors là, vous me posez une colle, j'en sais rien. Écoutez, Estelle Hallyday, 1993. Formidable. Voilà. Et là, on reçoit une jeune fille pour laquelle c'est le premier trophée Iandros. Elle est avec nous aujourd'hui et elle s'appelle Cindy Gudet. Bonjour Cindy. Bonjour Cindy. Bonjour et merci pour votre accueil. Alors Cindy, vous avez quel âge Cindy? Attends, alors j'ai 27 ans. Ouais, ça fait du mal. 5 fois titrée championne de France de la montagne. Ça c'est important. C'est quoi championne de France de la montagne? C'est conduite en montagne du coup? Alors plus ou moins, mais la discipline c'est la course de côte. C'est une discipline à part entière du sport automobile. Et effectivement, alors on est souvent dans des cadres montagnards. Le principe, c'est comme si on avait une spéciale de rallye qu'on fait plusieurs fois pendant le week-end. Oui. Voilà. Donc vous montez le plus vite possible, en gros c'est ça. Le but c'est de faire le meilleur chrono possible d'un point A jusqu'au point B. Et comment vous êtes arrivé au sport mécanique et en l'occurrence en rallye et autres courses de côte? Alors c'est une passion qui est familiale au départ. J'ai toujours suivi mon oncle, mon père qui eux étaient passionnés et amateurs de sport automobile, notamment de la course de côte. Et moi c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai plutôt l'ambition de, bien sûr je suis partie de cette discipline-là, mais l'ambition de découvrir de nouvelles disciplines. Comme le trophée Andros. Alors pourquoi le choix du trophée Andros? Parce que c'est totalement différent de la course de côte. Là on est d'abord sur des véhicules électriques, donc ça se conduit pas comme un véhicule thermique, et puis on est sur des circuits avec une adhérence qui est très faible, alors qu'en course de côte on recherche l'adhérence maximale. Exactement, en fait c'est vraiment deux disciplines qui sont incomparables. J'ai déjà eu l'occasion de tester une voiture électrique cette année parce que j'ai fait un programme en rallye en Opel électrique, et là donc du coup on a des voitures qui sont quand même beaucoup plus abouties, c'est des 4 roues motrices, 4 roues directrices, aussi, 270 chevaux, enfin même 300 chevaux pour les voitures, donc à prendre en main c'est quelque chose. Après pourquoi? Tout simplement parce que j'ai eu l'opportunité grâce au trophée Andros, à Max Mamers et à notre partenaire InVivo de pouvoir intégrer le team M-Racing cette année, et donc bien sûr je prends le défi avec grand plaisir. Bon, comment ça s'est passé ce matin? Parce que vous avez fait la qualif à 11h, vous, hein? Alors exactement, donc le découpage, oui, c'est qu'on a 2 qualifs avant la petite ou la grande finale. Donc la première qualif, c'est plus ou moins bien passé pour moi. J'ai fait 2 très bons tours. Alors c'est vrai j'arrive à trouver beaucoup de performances sur un tour. Il faudrait du sprint. Mais par contre, maintenant, il faut trouver de la régularité parce que je me suis complètement ratée sur mon deuxième tour. Et donc dégringolé. Raté comment? Pourquoi?
Alors tout simplement en fait j'ai déclenché la glisse, l'entame du virage beaucoup trop tôt sur un virage du circuit, ce qui fait que je me suis trouvé complètement renfermé. Le virage en bas par exemple. Comment ? Le virage en bas par exemple. Alors non, celui du bas ça s'est plutôt bien passé. Ah oui, parce que celui-là il est très technique. Il est très très technique et puis en termes de sensations c'est vraiment celui où on prend le plus de sensations. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous faire vivre un peu ce qui se passe en termes de sensations, y compris avec le volant et la voiture, comment ça réagit ? Parce que nous, moi j'en ai jamais fait, j'imagine que ceux qui nous écoutent ont peut-être jamais fait de course sur glace, si ce n'est de course tout court. Oui, comme vous le découvrez, c'est intéressant. Parce que racontez-nous les sensations, bien sûr. Les émotions, les sens, tout. Alors déjà, ce qui se passe, c'est que nous, en tant que pilote classique, il y a des choses qui sont complètement contradictoires en fait au pilotage classique. Par exemple, plus on tourne le volant, et plus la voiture tourne. En pilotage classique, si on tourne beaucoup trop le volant en entrée de virage, on part en sous-virage, on limite vraiment le pneumatique. Là, pas du tout. Donc il faut arriver à jeter la voiture assez tôt, c'est-à-dire que beaucoup plus tôt que ce qu'on le ferait en temps normal. Et ensuite, une fois qu'on a jeté la voiture, et là, c'est un petit peu... Et une fois qu'on a jeté la voiture, là, c'est un petit peu très tôt, très tôt. Et là, c'est à nous de gérer. Alors, si on est un petit peu en avance, il faut qu'on fasse reculer la voiture pour pas aller taper, bien sûr, le mur à la corde. Et si on est un petit peu en retard, là, il faut tout de suite appuyer sur les freins pour pouvoir essayer de garder une trajectoire. C'est plus fin comme pilotage ? Je dirais pas plus fin, mais en tout cas, il faut beaucoup de précision. Plus subtil alors. Et il faut aussi, par rapport à d'autres disciplines, il faut énormément d'adaptation parce que la piste évolue sans cesse. L'usure des pneus aussi rentre vraiment en compte. Donc pareil, il faut arriver à s'adapter à toutes ces nouvelles choses. Donc, vous avez pris des conseils auprès de vieux briscards du circuit ? Et oui, et moi, alors l'avantage que j'ai, c'est d'être dans l'équipe d'Yvan Muller. Ah oui, oui, je crois qu'il sait comment ça marche un peu. Yvan Muller, mais Yvan nous racontait l'année dernière, quand on est venu sur le e-Trophy Andros, que lui regrettait l'ère des thermiques avec une conduite qui était complètement différente de celle des véhicules électriques, puisque à l'époque, on rentrait même, il y a des virages, on rentrait en marche arrière dans les virages, ça paraît incroyable. Aujourd'hui, avec les véhicules électriques, on fait plus tout à fait comme ça. Donc, il a quand même réussi à vous donner des conseils assez pertinents. Oui, non, complètement. Beaucoup de très bons conseils, que ce soit sur la discipline ou sur le pilotage en lui-même. Et j'ai l'avantage aussi d'être avec Yann Erlaché, qui lui a beaucoup d'expérience, qui est multiple champion du monde en circuit. Donc je suis très bien entourée et j'espère qu'on va réussir à faire une belle saison. Bon, en tout cas, on a été ravis. Ça peut être une saison de transition, malheureusement, donc il faudra tout donner cette année. Il faut tout donner. Mais c'est bien déjà, puis on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. Ça sera une belle expérience pour vous. Cindy Guédé qui était avec nous, merci beaucoup. Merci Cindy. À vous. On va vous suivre, puisque Sud Radio est partenaire du Trophée Iandros, donc on va suivre tous les pilotes, et puis en l'occurrence vous, puisque c'est votre première, Cindy. Merci d'être venu au micro de Sud Radio. Merci à vous. Merci. Au plaisir. Et bravo à Envivo, d'ailleurs, votre partenaire qui permet aussi de financer, parce que ça coûte un petit peu des sous, tout ça. Bien sûr, un grand merci à Envivo. Allez, c'est parti. On va parler clous maintenant. Le syndicat du pneu, les spécialistes du pneu au service de votre sécurité sur la route, présente Sud Radio, on parle auto. Parlons pneus, parlons bien. Et on va parler pneus, évidemment, avec les pneus cloutés. Sont-ils interdits en France ? On accueille tout de suite Pierre Marron, qui est fabricant de clous. Enfin, lui, Ugigrip. Non, lui, c'est Ugigrip, qui est fabricant de clous. Bonjour. Bonjour Pierre. Bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc. Bonjour Pierre. Bon alors toutes les voitures là du e-Trophy Andros sur lequel on est utilisent bien évidemment des pneus à clous. Alors bon, si leur usage paraît évident en compétition, déjà on va après on reviendra sur la compétition pour terminer, mais déjà on entend un petit peu tous les ans à cette période, quand il commence à y avoir un petit peu de neige et de verglas, que les pneus à clous c'est interdit en France. C'est vrai ou pas ça ? Eh bien non, Jean-Luc. Effectivement, les pneus à clous sont autorisés en France et ils s'inscrivent parfaitement dans le cadre de la loi montagne, donc qui a été mise en place. Ça sera la deuxième saison cette année. Mais effectivement, ils correspondent à un arrêté qui a été édité le 10 juillet 1985 et qui donc permettent leur utilisation sous certaines conditions. Mais donc ils sont parfaitement autorisés en France. Donc aux dates qui correspondent à l'application de la loi montagne, c'est-à-dire du 1er novembre au 31 mars de l'année suivante. Donc actuellement, on peut mettre des clous sur n'importe quel pneu, comme Laurence fait avec ses blousons de cuir, ou elle met des clous partout, ça on a le droit de le faire. Alors non, je pense pas qu'on puisse utiliser le blouson de Laurence pour ça. Non merci. Mais effectivement, c'est des pneus quand même qui sont spécifiques. Alors à la base, ce sont des pneus typés hiver,
dans lequel il y a des alvéoles, dans lequel on va pouvoir mettre ces accessoires. Finalement, qui vont permettre d'augmenter encore la sécurité, voilà, principalement sur le verglas et la neige dure, donc tout comme lors du Trophée Andros par exemple. J'ai été très étonné en allant sur le site du J-Grip de voir qu'il y avait une foule de types de clous. Pourquoi ? Alors effectivement, on a beaucoup de fabrications qui sont adaptées en fait aux différentes législations des différents pays où l'utilisation est autorisée. Donc parce que effectivement cette législation n'est pas la même. En France, elle va être différente, par exemple des pays scandinaves ou alors de l'Amérique du Nord. Donc en fait, on adapte nos produits à ces législations. Et puis après, aux pneumatiques. Voilà, le clou est fait pour être installé sur un pneumatique. Et donc, il y a une variété de pneumatiques très importante. Et c'est pour ça qu'on a une variété de clous qui est aussi importante. Qui est très importante. En France, la réglementation autorise quelle dimension de clou, quelle longueur ? Alors sur la longueur, alors en fait, on n'a pas vraiment de longueur totale qui soit définie. Il y a différents éléments qui sont effectivement dimensionnés. Par exemple au niveau de la collerette, donc ce qui va permettre l'ancrage du clou dans le pneumatique. Et puis après différentes autres caractéristiques dimensionnelles qui vont contraindre un peu au niveau de la conception du produit. Donc on n'a pas vraiment de contraintes globales, mais plutôt plein de petits points particuliers à respecter. Voilà, ce qui fait qu'effectivement les crampons, les clous utilisés en France sont particuliers au marché français. D'accord. Sur le Trophée Andros, là, typiquement, compétition, c'est des clous plus importants. Quel est leur nombre sur un pneumatique ? Alors effectivement, aujourd'hui les clous qui sont utilisés sur le Trophée Andros sont spécifiques puisque c'est donc Yokohama qui est partenaire du trophée qui équipe directement les pneumatiques. Et effectivement, là, on est sur une utilisation très très pointue pour la course automobile et pour les conditions du e-trophée. Et on est sur plus de 200 clous par pneu. 200 clous. Voilà, selon les catégories, à 250 et à 330. Voilà, donc ça fait beaucoup de clous. Bon, formidable. On a fait un point. Merci. Voilà, maintenant on est un peu plus pointu sur les clous. Tant vous ne tapez pas sur la tête de clous. Merci beaucoup Pierre Marron de chez J-Grip, fabricant de clous entre autres pour les pneus, d'être intervenu sur Sud Radio dans le cadre de cette émission spéciale des Trophées Andros et d'avoir répondu à cette question. Les pneus cloutés sont-ils interdits en France ? On rappelle que la réponse est non. Merci, bon week-end à vous. Merci, au revoir. Dans quelques instants, juste après la pause, au revoir, on va accueillir Yves qui a une question à nous poser. Il a composé le 0826 300 300 et c'est la gentille et jolie Aude qui lui a répondu. Alors que ça y est, il commence à neiger sur Val Thorens. Soyez prudents si vous prenez la route en montagne ou pas d'ailleurs. Sud Radio, on parle auto, 11h-13h. Jean-Luc Moreau, Laurence Perron. Dans quelques minutes, nous allons parler de l'historique du Trophée Andros, du Trophée e-Andros maintenant, avec Max Mamers, qui est l'organisateur depuis le début, qui sera avec nous. On parlera de l'histoire. Il y a de très belles images d'ailleurs. Restez avec nous sur la page Facebook de Sud Radio, parce qu'on a collecté de très très belles images un peu historiques, donc on vous les diffusera. Mais pour l'heure, c'est le moment des questions au 0826 300 300 et on accueille Yves. Bonjour. Bonjour Yves. Oui, bonjour. Bonjour Yves. Bonjour Madame Perrault, bonjour. Tout de suite, ça fait un peu sérieux quand même, Yves. Vous habitez où ? Ça me fait plaisir de vous faire rire déjà. J'habite Villers-Loubet, à 10 km de Nice. Vous avez de la chance. Ouais, vous êtes bien. Quel temps là en ce moment ? Parce que nous à Val Thorens, ça y est, il neige puisqu'on est en direct du Trophée Andros et il paraît que sur l'ouest, il pleut beaucoup. Non, il a plu toute la journée d'hier et là c'est un peu couvert, mais il y a quelques rayons de soleil et puis c'est un peu frais, voilà, mais rien de super. méchant. Allez, on vous écoute, monsieur Yves. Alors, c'est gentil. Je téléphone parce que je voulais avoir l'avis de monsieur Moreau concernant le Toyota hybride CHR GR Sport que j'ai acheté à un collaborateur Toyota. Je vais en prendre livraison dans 2-3 semaines à peu près. Et alors, quand j'en ai parlé à mes collègues, il y en a 2 ou 3 qui m'ont dit de tout sur cette voiture. Alors, surtout, ne l'achète pas. Tu vas tomber en panne de batterie d'ici 7-8 ans. Ça coûte 15 000 €. Quand il faudra changer tes pneus, ça coûte le double des pneus normaux. Et comme tu en auras marre, tu voudras la revendre, elle sera invendable. Qu'est-ce que vous répondez à ça ?
Bah, je dis que vos collègues, alors ils font quoi vos collègues? Changer de collègue. C'est des grands spécialistes a priori. C'est tout à fait ça. Ce sont des grands mécanos, ouais. Ouais, ils font partie des gens qui ont un avis sur tout. Et surtout un avis en n'ayant jamais même approché, je pense, un CHR. Alors déjà, le CHR, c'est le pour ceux qui sont pas des grands spécialistes, c'est le petit SUV de Toyota. Vous avez vu, il y a la nouvelle version qui est sortie, qui est pas mal, mais qui, je veux dire, ne démode pas l'ancienne génération. Donc vous pouvez déjà être au moins rassuré sur ça. Le fait que vous ayez acheté un 2023, c'est pas un problème malgré la sortie du nouveau modèle. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, pour ceux qui auraient acheté une Prius 4 alors que la Prius 5 sort. Donc, moi je trouve que c'est un bon achat. Je sais pas quel type d'usage vous avez avec ce véhicule. Alors c'est pour mon épouse. Mon épouse roule peu, court. Et voilà, de temps en temps une promenade par-ci par-là, quoi. Voilà. Ouais, on va casser les pattes aux a priori de vos copains là. Premièrement, la batterie qui durerait que 7-8 ans. Je vais prendre l'exemple. Moi, j'ai une Yaris hybride qui a 12 ans, qui a toujours la même batterie et qui va très bien. Merci pour elle. Elle est encore à 86% de capacité. Et j'ai un Lexus RX 400H qui est de 2005, dont la batterie va très bien. Merci pour elle. Donc vos potes qui vous disent la batterie, il faudra la changer, ça va durer 7-8 ans. Déjà, ils peuvent rentrer dans leur pénate parce que ils ont tout faux. Deuxièmement, je sais pas où ils ont trouvé le tarif de 15 000 euros. C'est eux qui vous la vendent, c'est ça? Ils vous la vendent 15 000 euros, c'est ça? Ouais, c'est lui qui la vend, ouais, c'est ça. Parce que ça vaut 4 000 euros. Donc, si vous la vendez 15 000, ils font un bon bénéfice au passage. Donc, c'est des bons escrocs, en plus de raconter n'importe quoi. Non. Il n'y a pas besoin ou rarement besoin de changer ces batteries. On parle de la batterie de traction. Après, je vais vous parler d'une autre batterie qui, elle, pose problème. La batterie de traction, ça dure la durée de vie du véhicule. C'est pratiquement sûr. Il y a des cas assez rares où on est obligé de la changer. Si vous dépassez 500 000 km, faudra peut-être changer la batterie de traction. Mais ça coûte pas 15 000 euros, ça coûte 4 000 euros. Maintenant, sur la revente du véhicule, aujourd'hui, tout le monde est très friand de petites voitures hybrides. Donc, si vous la mettez en vente demain, après-demain, vous la vendrez. Donc, vous la vendrez extrêmement facilement. En termes de fiabilité, le système Toyota, sans doute, ce qu'il y a de plus fiable sur le marché. Donc, de vous dire ça va tomber en panne, c'est du grand n'importe quoi. Le seul truc qui tombe en panne, et c'est vraiment le point faible de ces voitures, si vous en servez pas pendant 15 jours, la petite batterie 12 volts va se décharger. Et là, au moment de démarrer, alors c'est pas elle qui fait démarrer le moteur, mais c'est elle qui alimente le calculateur en énergie et il n'y aura pas assez de jus. Donc là, vous serez en panne. Il suffira de mettre un petit... alors surtout pas un booster, mais de mettre un petit chargeur sur la batterie et de la recharger pour pouvoir avoir suffisamment d'énergie pour pouvoir redémarrer. C'est le seul point faible des hybrides Toyota, c'est cette fameuse petite batterie 12 volts quand on laisse la voiture sans s'en servir pendant une longue période. J'entends 3 semaines. Si vraiment pendant 3 semaines vous en servez pas, faites attention à ça. Au moment de repartir, ça risque de poser problème. Bon. Mais pour tout le reste, il y a absolument aucun souci. Soyez rassurés. Et les pneus, il me disait que je suis obligé de monter des pneus verts parce que c'est le lobby des écologistes, ça coûte le double ou le triple des pneus normaux. C'est des super spécialistes en véhicules, vos potes, Vraiment, non, c'est des pneus tout ce qui, c'est des pneus tout ce qui. Ouais, c'est des pneus tout ce qu'il y a de normaux. C'est des pneus tout ce qu'il y a de normaux dans des dimensions qui sont pas exotiques et qui coûtent pas extrêmement cher. Donc faut arrêter de raconter n'importe quoi. J'espère qu'ils nous écoutent. J'aimerais qu'ils nous écoutent, que ça va leur coûter un gros pastis bien épais. Ah, ça c'est une bonne nouvelle. Voilà, et vous pouvez les mettre même à l'amende d'un pastis par connerie qu'ils ont raconté. Donc, alors avec modération, 4, avec modération. Oui, sur une semaine, ça fait 4 apéros, ça fait 4 soirs. Bon super Yves, en tout cas vous avez votre bonne réponse. Vous pouvez les coller à l'amende. C'est adorable, merci beaucoup. Mais c'est comme d'habitude, vous savez, on ne changera pas ce côté-là. Oui, mais je ne veux pas trop vous flatter, mais je vous aime beaucoup. Ah, nous aussi on vous adore. Yves. Mais vous savez, dire à quelqu'un que l'on l'aime, c'est pas le flatter en soi. Non. C'est simplement dire les choses que l'on ressent et c'est beau d'exprimer ses sens. Souvent on s'exprime quand on est mécontent, mais rarement quand on est content. Ouais. Et Yves, en tout cas, nous aussi, Pardon ?
j'ai pas honte, la preuve, je vous l'ai dit. Donc, ouais, c'est chouette. Et puis ce que j'aime beaucoup, moi, dans cette génération d'hommes, là, c'est que ça y est, vous exprimez vos émotions, messieurs, et c'est toujours hyper agréable, même si des fois on est un peu perdus, nous les femmes, et on sait plus trop quoi en faire, parce que vous ne nous aviez pas habitués à ça. Mais on adore, ne changez rien. Aujourd'hui, quand on a une femme qu'on l'aime, on se retrouve en prison, il faut faire attention. Non, quand même pas, faut pas exagérer. C'est pas comme ça non plus. Non, vous en faites tout de suite. Non. Bon, Yves, allez. Alors sinon, si vous voulez parler d'amour, rendez-vous donc l'après-midi de 14h à 16h sur Sud Radio, du lundi au vendredi, où Brigitte Lahaye vous accueille. Mais vous pouvez... non, mais on peut parler. Ouais, on vous embrasse très très fort. Merci Yves, bonne journée. Merci. Allez, l'amour de la voiture, on continue évidemment. Salut Yves. Dans quelques instants, on va faire un grand point sur l'historique du Trophée Andros, et c'est Max qui va nous rejoindre de nouveau, Max Mamers, qui est à l'origine. Avec Florian Delmas, qui est le patron de Andros. Alors, qu'est-ce que c'est que Andros déjà? On en parlera dans quelques instants. Mais c'est quoi Andros? On en parlera dans quelques instants. À tout de suite. Radio, on parle auto, Classic Cars. Et dans notre rendez-vous Classic Cars, puisque vous le savez que nous sommes en direct de Val Thorens pour la 35e et ultime édition du trophée Iandros, on va parler de l'histoire de ce trophée qui en a fait vibrer plus d'un et plus d'une. Et on reçoit de nouveau Max Mamers, qui est à l'origine de ce grand rendez-vous. Organisateur depuis le début. Et Florian Delmas de la maison Andros également, nouveau patron de la grande maison Andros. Bonjour Florian. Bonjour. Alors rapprochez-vous bien des micros tous les deux. Florian. Bonjour. Alors, on aura d'autres invités avant 13h. Restez avec nous. Max, une petite question quand même. Vous avez quitté l'école à quel âge? Pardon, pourquoi cette question? Je pense que j'ai jamais quitté. Parce que je suis à l'école de la vie avec l'Andros. Parce que 27 janvier 1990, première édition du Trophée Andros. On est d'accord. Et vous nous dites 35 éditions. Oui. On est bien en 2023. Alors ça, c'est une question. Jean-Luc, c'est pas cool d'avoir posé ma question. Non, attends, Max, parce que je lui ai posé la question, je lui ai dit, moi, il y a quelque chose que je comprends pas. On est en 2023, on devrait être à 33e édition. Donc ça veut dire qu'il y en a deux qui se promènent dans les 33 ans. Bien sûr que non, c'est le problème des intervalles, il faut revenir. C'est ce qu'elle dit. C'est nous qui avons manqué l'école. Administratal. Il faut que vous reveniez sur les bases de l'arithmétique, c'est-à-dire il y a eu 34 années. Donc 35 éditions. C'est vrai, il a raison. Eh oui. Bah oui, on n'y a pas pensé comme ça. Moi, j'étais à 33. Alors, on dit première édition en 1990, mais c'est pas vraiment. L'histoire, elle a démarré avant. Racontez-nous, parce que je trouve que c'est assez savoureux quand même. Ben, l'histoire a démarré avec votre ami. Le fait, d'abord, je suis pilote et champion de rallycross quand même au départ. Donc ça, c'est un petit peu, quelques titres bien sûr. Et puis j'ai la chance de rencontrer Frédéric Gervoson qui me sponsorise dans des compétitions de rallycross. On rappelle pour ceux qui ne connaissent pas, excuse-moi, Frédéric. Frédéric, c'est Monsieur Andros. était le patron à l'époque de Pierrot Gourmand, puisque le départ qui était une filiale d'Andros. Les sucettes. Et donc, je courais sur une voiture officielle Pierrot Gourmand. Et j'ai amené un jour Frédéric Gervoson aux 24 heures Chamonix auquel je participais sur une Audi. Qui était course sur glace qui durait 24 heures comme son nom l'indique. Et puis il faut savoir que Frédéric aussi était un très bon pilote de rallye sur terre, donc un amoureux de la glisse. Et ça ne l'a pas quitté. Il adore tout ce qui glisse et spectaculaire et spectacle auto. Et donc à partir de ce moment-là, on est tombé dedans à la fois. Il me dit attends, il y a un truc à faire. Donc on s'est tapé dans la main. Il faut organiser une série parce qu'il existait bien sûr d'autres courses à Serge-Palier. Il existait aussi un slalom sur glace à Lens-en-Vercors, mais il n'y avait aucune organisation. Donc on a en fait créé d'officialiser une série puisqu'on avait des journalistes qui étaient en attente de ça. Parce que comme il y avait un certain nombre de courses, il y en avait un qui gagnait Chamonix, l'autre qui gagnait Serge-Valier, et un jour, Patrick Chapuis, qui était le grand patron de l'équipe, automoto, de toute la branche automoto que tu as dû connaître, et il nous dit, mais on ne saura jamais quel est le meilleur. Pour savoir quel est le meilleur, il faut faire un championnat, voilà. Entre guillemets, qu'on n'a pas voulu d'ailleurs. En plus, c'était une bonne idée, parce que là, c'est l'hiver, à une période où traditionnellement, il y a un peu moins de courses automobiles, parce que les saisons sont finies un petit peu partout, donc vous avez occupé le terrain, et vous avez récupéré, c'est ça qui est incroyable, pratiquement tous les plus grands pilotes, alors français, mais pas que français, il y a des pilotes internationaux. Bah oui, Vatanen, Villeneuve, bien sûr, tous les pilotes, parce que ils faisaient ou le Dakar, ou l'Andros, voilà. Juste une précision, parce que toute l'équipe de Max Mamers nous a envoyé de très très belles images un peu historiques qui sont en train d'être diffusées sur la page Facebook de Sud Radio pour l'émission. Donc les gens qui nous regardent sur Facebook ont aussi pas mal d'images historiques de l'histoire du trophée. Voilà. Donc alors, tout à l'heure on disait c'est savoureux. Alors savoureux, tiens, savoureux, ça nous amène à Andros. Donc c'était Pierrot Gourmand au départ, hein.
c'est ça, qui était ton sponsor en fait, Max. Mais c'est-à-dire Frédéric, qui était président de Pierre Gourmand, est devenu aussi président d'Andros après. Et puis aussi, il faut savoir que c'est un outil marketing. C'est-à-dire que on invite des gens, et Florian t'en parlera mieux que moi, on invite des gens à venir nous voir courir, et il est certain qu'au bout d'un certain temps, ça a beaucoup plus profité à Andros que Pierrot Gourmand, et c'est pour ça que tout naturellement, c'est devenu Andros. Quel rapport entre la confiture et la course sur glace? Parce que ça aurait été... C'est de la compote d'abord, Andros, s'il vous plaît, monsieur. Pas que, mais... Ça aurait été des glaces, on aurait pu comprendre, mais là, c'est vrai que... Alors déjà, aujourd'hui, la maison Andros, ça représente quoi? Parce que ça a beaucoup grossi. Tout à fait. Alors Andros est une entreprise familiale française, encore à capital actionnarial 100% familial. C'est assez rare en France désormais. Une entreprise qui est championne du fruit. Donc on côtoie les champions de la glace avec les champions du fruit. Nous sommes le premier fournisseur de portions de fruits en France. Quand on regarde, que ce soit les produits frais ou les produits cuisinés, Andros est celui qui permet aux Français de consommer le plus de fruits aujourd'hui, grâce à des recettes qui sont plus de 200 recettes que vous retrouvez dans les magasins, également dans les hôtels, et qui permettent aux gens de consommer leurs 5 fruits et légumes par jour, qui est malheureusement pas atteint aujourd'hui. C'est une entreprise patrimoniale, avec la marque Bonne Maman, avec la marque Pierrot Gourmand, avec la marque Maminova, et la marque éponyme Andros également. Et c'est une entreprise des territoires, puisque nous avons plus de 18 entreprises aujourd'hui, 18 usines qui sont situées en France. C'est plus de 5000 collaborateurs en France, mais grâce à l'effort d'internationalisation de Frédéric Gervoson, nous sommes devenus une entreprise multilocale, présente dans 28 pays à travers le monde, avec plus de 12 000 collaborateurs aujourd'hui. Florian, vous avez pris le poste il y a combien de temps, vous? Je suis chez Andros depuis tout petit, je suis tombé dans la confiture depuis tout petit, parce que lorsque je suis sorti d'école d'ingénieur, je suis devenu le directeur d'un service, et très rapidement, avec Frédéric, on a pu grandir, il m'a fait grandir au sein de l'entreprise. Je suis directeur général, j'étais directeur général de la France en 2016, j'ai été directeur général du groupe en 2018, et Frédéric m'a confié la présidence de l'entreprise en juillet 2022. Ça va? Les épaules par rapport à ces événements, cet événement comme aujourd'hui, le Trophée Andros, dont Sud Radio est aussi partenaire? Mais écoutez, il y a à la fois beaucoup de fierté et de respect et d'humilité par rapport à cet événement-là. Nous sommes la génération qui va bâtir les 50 prochaines années d'Andros, et on a en héritage avec Maxime Gervoson, qui est aujourd'hui le directeur général de la France, ce trophée Andros qui a été créé pendant 35 ans. Je crois que c'est la plus belle responsabilité qu'on nous a confiée. Malheureusement, les événements climatiques nous obligent à devoir changer de scénario, puisqu'il est de plus en plus difficile de faire perdurer cette course aujourd'hui dans les stations de ski, du fait du réchauffement climatique. Mais en tout cas, on a une vraie fierté d'avoir eu cet événement qui est unique au monde. Les Formule 1 de la glace, ça a été inventé par deux givrés. Ces deux givrés, c'est Max Mamère, Frédéric Gervoson. Et le problème avec eux, c'est que 1 plus 1 ne fait pas 2. Et alors on embrasse Frédéric, on sait qu'il est un peu malade, on lui fait plein de tendresse. Et puis nous, on vous adore chez Andros, parce que Sud Radio, c'est la radio de rugby, que vous êtes aussi partenaire du Racing 92, et que tous mes potes du Stade Français de Toulouse vont me tuer. Mais c'est pas grave, j'assume. Moi, j'ai une question, très personnelle. Pourquoi est-ce que j'aime autant les produits Andros? Est-ce que vous mettez de la drogue dans vos produits? Quel est le secret de fabrication? Oh non, c'est du bonheur. Le secret de fabrication, c'est la réconciliation du plaisir, de la naturalité et de la responsabilité. Et aujourd'hui, je crois que ce qui rend Andros plus fort que plein d'entreprises, c'est l'engagement des collaborateurs qui sont attachés à aller sélectionner les meilleures matières premières à travers le monde, et en France énormément sur les produits laitiers et les produits fruitiers. C'est une excellence de savoir-faire dans la cuisine, puisque nous cuisinons, nous passons notre temps à cuisiner, et finalement cette cuisine, nous la perpétuons à travers des usines, des ateliers qui permettent à nombreux Français, puisqu'aujourd'hui je pense qu'il y a plus de 90% des Français qui consomment des produits Andros, de nous retrouver dans leur frigidaire, mais également dans leur placard. Les goûts ont changé, là, les tendances un peu là sur ces 10 dernières années, et particulièrement après la Covid? Il y a une attache très forte pour les Français et les gens qui sont à travers le monde aux produits de qualité, assez remarquables, assez exceptionnels, et Andros, en sélectionnant des ingrédients de grande qualité, en n'ayant jamais mis d'artifice dans ses produits, ni d'arômes, ni de colorants, ni de conservateurs, répond à une tendance de fond qui est de consommer des produits naturels, issus de la nature, avec une excellence de goût qui nous a obligés à aller sélectionner les meilleures variétés de fraises, les meilleures variétés d'oranges, les meilleures variétés de clémentines. Et ça, c'est assez... Et les meilleures variétés de pilotes sur le trophée Andros, parce que ça, c'est là. Il y a Stéphane qui demande sur Facebook si les pilotes sont obligés de manger de la compote durant les épreuves. On va demander ça. Non, mais il y en a disponibles partout. Max, on parlait des pilotes tout à l'heure. Bon, il y a eu... j'ai listé là, les pilotes de Formule 1. Alain Prost, Romain Grosjean, Franck Lagorce, Olivier Panis, Jean Alési, René Arnoux, Jacques Lafitte. On a même eu Henri Pescarolo. Il y a eu des vedettes, il y a eu tout le monde. Toi, dans tous ceux qui sont passés, alors déjà, est-ce que tu as deux petites
2-3 histoires croustillantes. Vu que c'est la fin, tu peux balancer, il n'y a pas de problème. Et surtout, quels sont ceux qui t'ont vraiment marqué, qui t'ont impressionné dans les pilotes? Tous, parce qu'ils ont tous amené leur part de, si tu veux, de philosophie. Et bien évidemment, si tu compares Alain Prost avec Jacques Lafitte, c'est pas du tout la même chose. J'ai quelques anecdotes, mais il faudrait une heure. Attends, on va appeler Patrick Roger si on veut faire Jacques Lafitte ici, lui, il est jamais venu sur le Tour Flandros pour gagner. Il est venu pour faire du ski. Donc on était obligé des fois de retarder la manche qualificative parce qu'on l'appelait sur le téléphone. Il était sur le téléphérique encore. Et la deuxième anecdote, c'est Alain Prost, quand il a eu ses quelques ennuis, je dirais, financiers avec Prost Grand Prix. Moi, je voulais toujours qu'il se refasse parce que médiatiquement, il avait quand même pris cher. Et je l'ai appelé en lui disant, écoute, je vais te faire essayer une voiture. Viens à Val Thorens, ici, après une course de l'Alpe d'Huez. On lui a préparé des voitures, on l'a mis dedans. C'est vraiment antinomique quand on le connaît. On sait que c'est un gars qui a jamais voulu faire 1 centimètre de plus en travers parce qu'évidemment ça perdait du temps. Et au bout de 3 tours, il s'arrête, je vais le voir pour savoir ce qu'il en pensait. Et là, il me dit, il reste combien de courses? Il restait 4 courses pour le trophée. Donc moi, en 10 minutes, on a monté un Tib, recherché une semi-remorque, un machin, une voiture à l'eau et tout. Pour qu'il Attention avec vos mains, Max. Voilà. Et la dernière de cette lignée, je me suis dit, ça va, il vient, on fait une course, 2 courses. Puis un jour, il m'a dit, mais c'est pas compliqué, c'est très très dur. Mais je ne partirai que quand je l'aurai gagné. Il a gagné 2 fois, c'est ça? 3 fois. Max, votre plus grande émotion, ou l'une des plus belles? Le Stade de France. 80... On a créé, au bout des 10 ans, on a fait le Stade de France. On a amené la montagne à Paris. C'était en 99. Donc c'était la 10e du centre. Mais au bout de 9 ans. J'ai encore du mal, t'as vu. 700 tonnes de glace dans le Stade de France. Et j'avais plein de doutes. Moi, j'ai eu la chance de courir sur un anneau glacé à Sherbrooke. Non, pas à Sherbrooke, à Grenoble. Bruno Sabi, quand ils ont dégradé, qu'ils ont arrêté l'anneau des Jeux Olympiques d'Albertville, pour la dernière fois, on a fait une course dessus. J'avais trouvé ça fantastique. D'abord très difficile parce qu'il n'y a pas de repère, et je m'étais juré de le faire un jour. Et quand le Stade de France est arrivé, juste après la Coupe du Monde, on a amené ça, et tout le monde me disait, ça marchera pas. Les voitures sont arrêtées, tu vois, on va prendre des tomates dans la gueule. Et c'est assez marrant parce que j'étais là tout à l'heure. Tomates en pleine hiver, encore. Non, mais j'ai envoyé Yvan Muller en essai, le premier. Il est rentré dans le stade. J'en ai encore l'émotion. J'ai dit, c'est gagné. Ouais. Combien de spectateurs au Stade de France? Alors le Stade de France, on l'a fait 8 fois, on a fait payer plus de 400 000 spectateurs. Max, 2024, il n'y aura plus le trophée Iandros. Comment ça va aller pour vous? Ah ben on l'a préparé. C'est comme une retraite, ça se prépare. Nous, il y a 5 ans qu'on avait dit à tout le monde. La retraite à 80 ans. Enfin bon, là, ça va mettre du monde dans la rue. Hein. Moi, je dirais qu'il est temps. Et puis finalement, j'ai tous mes points. Non, mais voilà, parce que finalement, si tu réfléchis, avec toutes les histoires de retraite, moi j'ai commencé très jeune, je fais un métier très difficile, dans le froid, et j'ai suffisamment de trimestres, donc je suis bon. Non, mais il n'y a pas que ça, parce que vu le moment d'émotion que vous venez de partager avec nous, il va y avoir quand même beaucoup d'autres choses derrière, j'espère. Vous allez pas nous quitter comme ça. On vous retrouvera sur Sud Radio. Il y aura d'autres rendez-vous, je suis sûr. Avec plaisir. Bah tiens, devine. Devinez. On vous laisse 2 secondes. On fait une pause, on est obligé, et puis on revient après. Puis on va voir plein d'autres invités, dont des pilotes évidemment, et pas des moindres. Oui, on va parler de la saison de cette année, puisqu'il y a quand même une course. Quand même, il y a surtout une course. Attendez, Max. Une dernière petite question. Il y a eu des blessés déjà, parce que en général en compétition automobile, il y a toujours des accidents. Mais est-ce qu'il y a eu des blessés sur l'Andros depuis le départ? Alors jamais, ni parmi le public, ce qui est important. Alors peut-être quelques fractures de clavicule sur ceux qui ont voulu monter sur des talus interdits et qui ont glissé, ça peut arriver, mais jamais dû à un phénomène accidentel de course. Seul blessé, Danis Nobeck avait pris un retour de volant et s'était cassé le poignet. Donc, voilà. On a une question, Stéphane, retour de l'Aube sur le trophée pour le dernier. Il est là avec sa team. Il est là, il fait les 2 courses de Valto et il sera à la dernière à Superbès. Ouais, et super. Merci beaucoup, Max Meignier, pour toutes ces émotions. Max Meignier, Max Mamers. Ça c'est mon enfance qui revient.
C'était les routiers sont sympas. En même temps, ça reste sur des routes. Max, Mamers, pardon. Un petit peu concurrente, mais bon. Ouais, mais enfin bon, Max il est parti aussi, mais vous êtes. Non, mais c'est sympa. Bien vu. Florian, merci beaucoup. Florian Delmas, nouveau patron de Andros. Et merci pour tout aussi. Et à bientôt. Merci. Au plaisir. Allez, dans quelques instants, donc des surprises, des invités. Et puis on continuera et on terminera tranquillement et joliment en direct de Val Thorens, cette émission où la neige arrive et où le plafond devient de plus en plus bas. À tout de suite. Alors juste pour expliquer à tous nos amis qui sont en train de nous suivre sur la page Facebook de Sud Radio, il y a un petit problème de Wi-Fi sur le trophée Iandros, donc on va sans doute terminer l'émission juste en radio, sans vidéo. On va revenir. Et les pigeons voyageurs, ça passe très mal parce que le plafond est bas. C'est pour ça. Allez, vous l'avez compris, émission spéciale puisque Sud Radio est partenaire du trophée Iandros, dernière et ultime saison pour le trophée Iandros, et on va faire un petit point sur les enjeux. Puis on va recevoir également 2 pilotes. Il y a Yann Erlaché qui est avec nous, et puis il y a aussi Aurélien Panis, le fils d'Olivier. Voilà, comme ça je ne peux plus les voir. Et le vainqueur surtout du trophée l'année dernière. Exactement. C'est ça, on a avec nous Thierry Blanco qui est journaliste, qui est commentateur officiel du trophée Andros. Cette année, bon, c'est la dernière. Hein. Ouais. Plus d'années de transition, plus de le temps de se mettre. Je pense qu'on aura peut-être un petit scoop un jour, mais oui, pour l'immédiat, non, j'ai peur que ça, sous cette forme-là, ça s'arrête, oui. Mais vous, attendez, vous venez de dire quelque chose d'énorme. Je pense que non, peut-être je sais pas, Max Mamers dit Max Meignier aurait pu vous en dire plus, mais non, il y a du temps. Pour l'instant, oui, sous cette forme-là, ça s'arrête officiellement. Max vous l'a dit, voilà. Après, mais cette année, donc les pilotes doivent tout donner. Hein. Mais en attendant que Max nous fasse la révélation, peut-être. Mais moi, j'aime bien qu'il y ait du suspense comme ça. Tu vois. Voilà. Ouais. Alors, c'est quoi cette année Alors déjà, calendrier. On a vu avec Max tout à l'heure qu'il y avait 5 rendez-vous. Oui. Là, on est à Val Thorens. Donc course. Ce matin, il y a eu les premières manches qualif. Cet après-midi, deuxième manche qualif pour ceux qui veulent venir voir, qui sont à proximité. Ça peut être sympa. Oui. Demain également. À l'issue de ça, parce que le règlement de l'Andros, quand on n'est pas un grand spécialiste, parfois on comprend pas grand-chose. En quelques mots, est-ce que tu peux nous Alors, en quelques mots, je pense qu'en 2 mots, sous le contrôle des spécialistes du volant qui sont à côté de moi, c'est le chrono qui fait la place et la gagne de la victoire, c'est le chrono qui la donne. Les finales, c'est un peu pour le spectacle, même si elle compte, j'allais dire humainement et sur l'image, c'est d'abord le chronomètre. Le trophée, sa spécificité, c'est de lutter contre un chronomètre. On a ajouté à ça, en plus, pour les 6 premiers, la Super Pole qui donne des points, et c'est l'addition de ces points entre le chrono et la Super Pole qui fait le classement de la journée et qui fait le vainqueur final du trophée, le vainqueur final du jour, de l'étape, et ensuite celui du trophée. Combien d'équipes cette année, combien de pilotes? Eh ben les pilotes, il y a 10 voitures, donc si on multiplie par 2, ça doit faire 20 pilotes, si j'ai bien compté. Mais il y a différentes catégories en plus. Ah oui, alors il y a l'élite pro, vous avez de la chance, vous avez 2 pilotes d'élite pro qui sont près de vous, et puis l'élite. Alors si votre question, Laurence, portait sur les enjeux, ce que j'ai cru comprendre. Entre autres. Bah écoutez, nous on est ravis parce que je pense que ce que vont vous dire les pilotes dans quelques minutes, c'est que c'est le dernier, et que le dernier, je pense que ça se gagne, ce sera un très beau trophée. Il va y avoir de la bataille, quoi. Ouais, moi je crois. Et puis il y a quelques surprises. Déjà, on a vu en Q1 Nathanaël Berton faire très fort. Hein. Les Renault nous font forte impression. Mais bon, moi je connais bien Aurélien, je connais bien Yann qui sont à côté de moi. Je pense que on va avoir un trophée exceptionnel et c'est difficile de dire aujourd'hui qui sera devant. Puis en élite, ça sera encore plus disputé. Et puis place aux femmes surtout, avec une Margot Lafitte qu'on adore, qui est excellente. Mais il y avait aussi Clémentine Lost et surtout la petite nouvelle Cindy Gudet qui est que nous avons reçue tout à l'heure. Voilà. Tiens, j'en profite, Thierry, on va laisser la parole aussi à Aurélien Panis. Est-ce que et à Yann, est-ce que vous rebondissez sur ce que nous disait l'ami Blanco? Oui, ça va être la dernière, donc ça va être la bataille. On va chercher la victoire coûte que coûte. Exactement. Alors, c'est toujours la bataille au trophée Andros. C'est vraiment une catégorie très compliquée, très serrée, mais c'est vrai que ça fait quelque chose en plus de se dire que c'est le dernier. Donc on va tous essayer de donner le maximum de ce qu'on peut faire, et je pense qu'il va y avoir du beau spectacle cette année. Aurélien, quand on est tenant du titre, on aborde la saison, la dernière saison, comment? Honnêtement, c'est vrai que ça fait quelque chose de se dire que c'est le dernier trophée Andros. Moi, je suis venu, je sais pas, ça fait peut-être 20 ans, j'étais dans les talus à regarder mon père en bord de piste, et après j'ai eu la chance d'y participer, la chance de le gagner. Et là, maintenant, voilà, c'est le dernier, donc on va prendre du plaisir, et bien sûr, on va tout donner pour essayer de remporter ce dernier trophée Andros. Il y a une stratégie particulière où là, vraiment, on donne tout, quoi?
Non, on donne tout. C'est toujours le trophée Andros. Il faut être régulier. Il faut toujours être dans les points, dans les 5 premiers. C'est vraiment la clé. Donc encore une fois, j'ai une superbe équipe derrière moi avec Saint-Eloque Racing. J'ai la chance aussi de porter les couleurs de mon département. De l'Isère. Exactement. Donc tout est réuni pour faire un beau trophée. Et votre voiture? Toujours l'Audi A1 avec laquelle on a gagné l'année dernière. Donc tout est prêt. Mais bon, allez, pour ceux, Yann il va dire la même chose. Donc ça va être tendu. Pour ceux qui rêvent de rouler sur la glace avec un truc qui pulse un petit peu, les caractéristiques de la voiture, c'est quoi? Alors, 4 roues motrices, directrice, combien de puissance Ça c'est une colle. Non, non, ça développe. Yann, tu m'aides. Mais comme... Alors, on va faire comme Rolls-Royce à une certaine époque, une puissance suffisante. Exact, c'est aux alentours des 300. Ouais. 300. Yann Erlache, vous travaillez, vous roulez pour Invivo, c'est votre partenaire, entre autres. Vous roulez sur quoi? Alors c'est des protos, c'est des Androsport. Les voitures sont nommées Androsport. C'est une carrosserie de Renault Capture sur un châssis Andros. Donc aux couleurs de Invivo dans l'équipe M Racing de mon oncle Yvan Muller. Donc non, le trophée Andros c'est une histoire un peu de famille. Yvan, je venais petit voir Yvan rouler à Val Thorens et un peu partout. Il y a 5 ans, j'ai eu la chance de pouvoir participer pour la première fois au trophée Andros. C'est une discipline très difficile, très exigeante. Il y a des très bons pilotes comme Aurélien. C'est pas évident de gagner le trophée. Il y a des pilotes qui sont là depuis des années et des années, comme JB qui sont nés ici. Donc c'est difficile, mais pour un pilote c'est aussi c'était un super championnat. Je dis c'était parce que ça va s'arrêter. Ça l'est encore. Il reste la saison. Il reste encore cette année, mais pour les pilotes qui ont une pause en général, la saison hivernale c'est une pause pour les pilotes et pouvoir rouler, faire des départs, penser technique, c'est toujours un plus. Oui. Alors, est-ce que la génétique y est pour quelque chose? L'un comme l'autre, on a compris qu'il y en a un qui était le fils d'un pilote célèbre, et puis l'autre qui était Margot Lafitte aussi, on est d'un pilote célèbre. Alors, est-ce que ça joue? Je pense que c'est sûr que... Il y a la pression déjà. Hein. Il y a forcément un peu de pression. Mon père était footballeur professionnel. Il est champion de France de Ligue 1 en 79. J'ai fait du foot, mais j'étais très mauvais. Du coup, le foot, c'est pas passé dans les gènes, ça c'est sûr. L'automobile, de par ma maman qui était pilote aussi, de par le fait que j'étais avec Yvan, j'ai grandi avec Yvan, j'ai grandi en regardant ses courses. C'est sûr qu'il y a une transmission à un certain moment. Ouais, des conseils aussi? C'est sûr qu'il y a des conseils. J'ai commencé très tard ma carrière, mais c'est quoi très tard? Je vais être énervé. Vous avez quel âge, Yann? J'ai 27 ans. Voilà, j'ai commencé à 16 ans. En général, les pilotes d'aujourd'hui font au moins du karting. Ils commencent à 8, 9, 10 ans. Donc j'ai commencé tard, mais j'ai eu la chance d'avoir Yvan qui m'a ouvert son livre et qui m'a donné un peu tout ce qu'il savait. Il m'a permis d'anticiper des erreurs et pour prendre de l'expérience. Donc ça m'a permis de prendre de l'expérience un peu plus rapidement. Le principal concurrent cette année, il est juste à côté là. Il y en a un juste à côté qui et les est autres, très compliqué. Potentiellement, il est perfo tous les week-ends, tous les types de pistes avec le poids, sans le poids. Donc c'est sûr, c'est certainement l'un des prétendants au titre les plus vigoureux. Mais il y a des pilotes comme JB, comme Nat Berton. Voilà, il y a beaucoup de pilotes qui sont capables de gagner. Dorian aussi. Donc voilà, ça va être celui qui va être le plus régulier, faire le moins d'erreurs, avoir les mauvais week-ends qui sont les moins mauvais possibles et s'adapter aux conditions. Est-ce que comme c'est la dernière saison, on peut prendre des risques pour éventuellement aller un petit peu plus loin et risquer de casser l'auto? Pour conclure. Après, ça, c'est pas parce que c'est la dernière qu'on va prendre plus de risques. On fait notre travail professionnellement, on représente des sponsors, des écuries, donc on fait ça de façon professionnelle. C'est sûr que c'est un plus de gagner une dernière édition, mais en tout cas pour ma part, l'énergie que j'y mets, elle est la même depuis que je suis arrivé à Landros. Ouais. Bon, Thierry, le mot de la fin. Ouais, Thierry, il y a moins de casques, il y a eu une certaine période sur le trophée. Je vous fais une confidence, Max Mamers déteste la casse. Ouais, voilà, comme ça, c'est la conclusion, vous le savez. Le trophée, le e-trophée, c'est un spectacle, les pilotes nous en donnent beaucoup et vous aurez l'occasion de le suivre tout au long de la saison. Et pour conclure, on va redonner les dates. Val Thorens aujourd'hui et demain. Ouais. Andorre, ce sera le 15 et 18. Ouais. Isola 2000 le 12 et le 13 janvier. Lançon-Vercors le 19 et 20 janvier. Superbès le 27 janvier. Et pour tous ceux qui ont envie de suivre la course, c'est à partir de demain soir, 20h sur Canal Plus Sport 360. 75 minutes de retransmission de ce qui va et en live streaming tous les jours. Ça commence aujourd'hui à partir de 15h sur les réseaux sociaux. Et sur le site internet. Et sur le site internet. Voilà. Merci à vous trois.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne course. Et puis, merci au pilote émérite que j'ai moi à ma gauche et qui nous a monté à 2300 mètres et qui va devoir nous redescendre parce qu'il neige sur une voiture qui a quand même 4 roues motrices. Ouais. On vous embrasse, on vous souhaite à tous une très très belle journée, un beau week-end. Merci à Maxence d'avoir fait le chemin avec nous et d'avoir réalisé ici de Val Thorens, à Romain de nous avoir accueillis en studio et puis à Aude d'avoir été à l'accueil du Standard. Bon week-end à tous.